Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 91e show en live sur notre page Facebook MX Réflexion. Pour ceux qui n'ont pas la chance, comme d'habitude, de nous voir en live, vous pouvez vous rendre sur YouTube MX Réflexion ou sur mxreflexion.com. On a pas mal d'archives qui vont bien avec du très très lourd. On a déjà eu des champions du monde dans ce live. On a eu Sébastien Tortelli, Jacques Vimon et beaucoup d'autres Français, voire même des Belges avec Jérémy Van Orbeek. Enfin voilà, si vous voulez revenir dans les archives, allez-y, c'est dispo, c'est gratuit sur mxreflexion.com. Et on se retrouve après une petite semaine de repos. Et puisqu'on devait avoir notre invité la semaine dernière, finalement, il y a eu un petit décalage, mais rien de grave. En tout cas, un qui est chaud bouillant, il est derrière l'ordinateur depuis déjà 2 semaines. Il attendait ce live avec impatience. C'est Blaise Abadi. Comment ça va? Ça va très très bien. Un invité qui, ça fait plaisir parce que c'est un peu notre époque. Nous qui sommes nés dans les années 90, mais c'est l'époque à laquelle on s'intéressait vraiment au motocross, l'époque à laquelle on roulait en 85. Et voilà, donc ça fait vraiment plaisir. Et je ne vais pas en dire plus, je ne vais pas raconter ma vie, je te laisse le présenter, Nico. Ouais, avec nous ce soir, c'est un des rares doubles champions du monde français, j'ai envie de dire. C'était, comme tu l'as dit, en 99 et en 2000. C'est la légende, Frédéric Bollet. Comment ça va, Fred? Écoute, ça va très bien. La légende, je sais pas, mais en tout cas, ça fait toujours plaisir. Merci de cet accueil. Moi, ça va très bien. Effectivement, on parlait motocross un petit peu, ça fait du bien de temps en temps. Ça fait Je suis ça de loin, mais je suis toujours ça et c'est toujours intéressant, bien sûr. Ouais, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu sur les circuits, donc du coup, maintenant, que fais-tu à l'heure actuelle? Ouais, effectivement, je suis pas tout le temps moi sur les circuits. J'ai pris un peu de distance avec ça, mais comme je disais, je reste toujours connecté. À voir l'évolution, puisqu'il y a quand même, ça va vite en plus en ce moment. Je parle ça va vite dans le sens où la vie va vite et les nouveaux pilotes arrivent. Donc c'est toujours intéressant de voir. Et puis surtout, avec l'âge, parce que tout le monde prend un an tous les ans. Donc il y a des nouveaux pilotes qui étaient pas nés quand moi j'ai été champion du monde. Et ça c'est fou. Ça arrive que maintenant. Donc il faut vraiment suivre. Ce que je fais maintenant. Mon actu, je fais pas mal de choses. Alors, je suis un peu acteur dans le monde de la moto aussi depuis 2-3 ans. Je suis redevenu acteur avec un produit qu'on développe et qu'on vend avec un associé qui s'appelle Serge Gisquer, Gis pour les intimes, qui était l'ancien journaliste de Moto Verte. Et un produit qui s'appelle Airflaps et qu'on produit, qu'on développe, qu'on vend. Qu'on s'occupe en gros de A à Z, mais beaucoup dans l'enduro, le rallye, beaucoup dans ce domaine-là, pas trop dans le cross. Voilà l'actu motocyclistique. Et puis je fais aussi pas mal de coaching je suis pas mal de clients Aprilia sur piste essentiellement via une école de pilotage qui s'appelle 4G Moto, Bernard Garcia et son frère Marc et mon papa qui a des concessions à Marseille. Donc voilà, j'ai fait ma pub, j'ai fait ma promo. Ah, c'est bien, c'est bien. On aussi après on envoie de la pub grave. Voilà ce que je fais, mais bon, c'est intéressant parce que ça me permet de garder un pied dans la moto, même si c'est de la piste, mais de garder un pied dans la moto, de me défouler et qui me prend pas beaucoup, on va dire, dans l'année, mais c'est, on va dire, 2 week-ends par mois et ça, c'est intéressant. Voilà. Voilà mon. Ouais. Vas-y, Nico. Ouais, c'est vrai que moi c'est pareil, ça faisait partie de mes premières questions. C'est en gros, qu'est-ce que tu fais de nos jours? Et est-ce que tu profites d'une retraite de multimillionnaire ex-champion du monde de motocross? Je sais pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui se posent cette question. Mais non, pas vraiment. Peut-être je vais en décevoir. Moi j'aimerais, mais non, pas vraiment. Bon, après je vais pas rentrer dans les détails trop techniques, mais tu sais, moi mes années, c'était pas des années. Souvent, j'en parle avec des copains ou des potes là, qui me connaissaient d'avant. Et moi, je n'étais pas dans des périodes hyper fastes financièrement. Attention, il ne faut pas l'oublier. Il n'y avait plus le fonds de tabac. C'est-à-dire que l'alcool et les cigarettes, c'était terminé. Et il n'y avait pas les boissons énergisantes. Tu étais entre les deux, toi. Tu étais pile. Et ouais, et je ne me plains pas. Ouais. Parce que c'est un fait, c'est comme ça. Et la vie, elle est comme ça. Mais avec le recul, et souvent j'en parle avec ma femme, j'aurais été champion du monde. Maintenant, c'est pas les mêmes budgets. Il y en a beaucoup. J'entends beaucoup de gens qui vivent, enfin pas qui vivent, mais qui sont très nostalgiques en disant
Oh, à l'époque, c'était mieux, c'était les grandes années, c'était ci, c'était là. C'est exactement ce que j'allais te dire, tu vois. Et chaque époque est différente. Moi, personnellement, je préfère être champion du monde maintenant en 99. Non, vraiment, avec Red Bull, avec Monster, avec Rockstar, et puis les marques qui vont arriver. Ça aurait été le top. Mais c'est comme ça. Et toi, du coup, à l'heure actuelle maintenant, est-ce que, en faisant un petit retour sur ton passé MX, c'était des gros investissements pour atteindre ce niveau-là et arriver à être champion du monde? Ou au contraire, est-ce que tu te dis c'était plus facile avant que maintenant où il faut vraiment être spécialisé? Tu veux dire des investissements personnels? Personnel, ouais, personnel. Ouais. Mais bien sûr. Bien sûr que oui. C'est-à-dire que peu importe l'époque, pour être champion du monde, c'est des investissements personnels monstrueux. Je vais pas dire tu sacrifies, mais oui, bien sûr. Que ce soit dans la moto ou d'autres sports. Ça aussi, hein, j'ai tellement entendu de choses, mais pour atteindre les sommets, il faut faire des sacrifices personnels monstrueux, bien sûr. Et c'était avant, c'est maintenant et ça sera plus tard. Ça n'a jamais changé. Et ça changera jamais. Parce qu'on a souvent la conversation en fait avec des pilotes actuels ou des entraîneurs actuels qui disent que maintenant le sport se spécialise encore plus. Tu sais, maintenant on a des spécialistes du sable, des spécialistes du supercross, des spécialistes de la terre. Et du coup, il me semble personnellement que dans les années 2000-95, c'était un peu moins le cas. Tout le monde était un peu plus polyvalent. Qu'est-ce que tu penses toi de ça? Oui, bien sûr, mais si tu veux, on ne peut pas comparer. Il n'y a pas de comparaison possible. De mon temps, oui, il y avait des pilotes plus polyvalents. La preuve en est, c'est que personnellement, j'ai roulé le Touquet, j'ai fait du supercross, j'ai fait du motocross, j'ai fait des cross inter. Bon, mais c'était mon temps. Et si moi, de mon temps, j'avais parlé du temps d'avant, c'était encore différent. C'est comme ça, la vie, elle évolue. Elle évolue et tu fais toujours les sacrifices par rapport à la vie que tu vis. Donc, il y a pas de comparaison. On ne peut pas comparer. C'est comme si demain, moi, on faisait une course avec Joël Robert, Harry Evert, moi et Jeffrey Herlings ou Keroli. C'est évident que Joël Robert il va être moins vite que moi et moi moins vitesse. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. C'est que au-delà de l'âge et au-delà du fait que bien sûr on roule plus, Joël Robert, pour parler de lui, parce que c'est ce nom-là qui me vient à l'idée, j'ai roulé sur des motos, j'ai eu la chance d'essayer des motos que eux ils ont roulé. C'est une catastrophe. Mais est-ce qu'on peut le comparer? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Si je prends cet exemple-là, sur des circuits de motocross, dans les années 80, les trous étaient faits pour les suspensions des motos des années 80. Ouais. Et ainsi de suite. Tout progresse, tout évolue. La réalité fait que un champion du monde, il y en a un tous les ans. Enfin, il y en a trois, pardon, tous les ans. Deux maintenant, trois de mon temps. Le supercross, et ainsi de suite. Voilà, j'ai toujours, au-delà des époques, on m'a toujours comparé. Alors, est-ce que c'est mieux le supercross, le motocross, les États-Unis, l'Europe, le championnat du monde? Tout est différent. Tout est différent. C'est comme si tu mets un sprinter au départ d'un marathon, un marathonnier au départ d'un sprint. C'est quoi ces comparaisons, quoi, tu vois? Voilà. Donc, pour en revenir à l'essentiel, vivons de notre temps. Et moi, je suis tellement enthousiaste de voir des pilotes qui arrivent comme Tom, le fils de Fred, c'est extraordinaire. Et puis quand je pense à Tom, je pense à plein d'autres. Et il y a des jeunes qui arrivent derrière, comme Maxime Gros, comme les frères Miot, tu vois, ils arrivent. Et Ça va. justement, il y a allez, entre 5 et 10 ans, on disait que la relève française allait avoir du mal. Et en fait, on s'aperçoit à l'heure actuelle que la relève française est là, avec, tu l'as dit, Tom Vial, Maxime Renault, on a pas mal de jeunes pilotes qui arrivent à émerger. Tom Guyon, par Et puis, exemple. je te coupe, Blaise, mais on disait ça aussi à l'époque de Fred. Moi, j'ai connu les années 2000 où quand Fred était champion du monde, on disait derrière,
la génération, dans 10 ans, on n'aura personne. Et ben 10 ans après, on a eu Marvin Musquin, champion du monde, avec la carrière qu'on lui connaît. Et là, on est encore 10 ans après. Et je sais pas. Enfin, C'est peut-être vas-y, je laisse une finir Blaise, habitude, mais c'est peut-être un surpris, cycle ça. qui se. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que il y a eu une période où on a dit ça quand même. Et on a dit attention, il va falloir qu'en équipe de France, il y ait un peu plus de jeunes pilotes parce que la relève aura du mal à être assurée. On s'aperçoit à l'heure actuelle que c'est bon. Est-ce que tu penses que c'est justement, c'est ce que tu dis, Nico, que c'est dans les mentalités, ou au contraire, tout a été mis en place pour aider le motocross français? Ben, Nico a relevé le sujet, et c'est exactement ça. C'est très franco-français. Euh, Quelle est la raison qui fait qu'en France, on est absolument comme ça? Je sais pas, mais la relève, il y en aura tout le temps. Même si, bien sûr, il y a des périodes un peu plus creuses, et puis ça revient, et puis ça repart. Mais c'est un éternel recommencement. Si je prends les dernières années, c'est-à-dire les années après moi, mais on n'a jamais été aussi fort sur le motocross des nations. Nous, on n'a jamais. Moi, personnellement, quand j'ai eu fait les nations, je crois que je les ai fait 7 fois. Quand on faisait un podium, c'était extraordinaire parce qu'il y avait la domination américaine et puis on arrivait à se battre avec d'autres nations qui arrivaient derrière, comme les Hollandais, les Italiens et ainsi de suite. Là, en quelques années, ils ont gagné 6 fois d'affilée. Bon, l'année dernière, ça a été un peu plus compliqué, mais j'ai envie de te dire, c'est comme ça la vie. Il y a des hauts et des bas. Maintenant, est-ce qu'il y aura des nouveaux? Oui, je vous le confirme à tous les deux, je le confirme à tout le monde, ça ne s'arrêtera jamais. C'est comme ça. Le motocross en France, c'est quand même un sport important, malgré le fait qu'il y ait d'autres sports en France qui sont largement devant. Mais il ne faut pas oublier qu'après les pilotes américains, qu'ils soient dans le cross ou le supercross, il arrive qui? Les Français. Ouais, exactement. Il n'y arrive pas les Hollandais, les Belges, les Suisses, les Italiens, les Espagnols. Bien sûr qu'ils sont bons. Bien sûr qu'il y a des pilotes qui sortent, comme en Hollande, Jeffrey Herlings. Il y en a d'autres qui vont arriver. Maintenant, on voit qu'il y a pas mal de pilotes sud-africains. Il y a des pilotes australiens. Mais la France reste une nation forte. Et quand je dis c'est franco-français d'être un peu négatif sur... Les Français aiment bien ça. Ils adorent entretenir ce côté négatif. Mais si tu es dans la réalité, les seuls pilotes qui se battent aux États-Unis, c'est des Français. Sans parler de Chad Reed, qui est sur la fin, et puis tu as les frères Lawrence. Mais non, bon, ok. Et putain, les Français, ils sont là, quoi. Et ils sont bien là. Ouais, c'est sûr. Et du coup, on a un commentaire dans le live. C'est juste, c'est pas une question, hein, mais Goose qui marque le mini-vert, point de suspension. Est-ce que tu penses justement qu'avec le mini-vert, on a la formule magique en France, ou est-ce que tu penses qu'on pourrait en faire plus pour produire un réservoir encore plus solide que celui qu'on a de nos jours? On peut toujours en faire plus. Bien sûr qu'on peut en faire plus. En revanche, il ne faut pas dénigrer et il ne faut pas oublier que c'est pas si simple que ça en France, malgré le fait qu'on soit une nation assez forte dans le motocross. Politiquement parlant, c'est assez compliqué. On n'est pas en Espagne. Tu vas en Espagne, il y a quand même beaucoup d'aides financières. Quand je vois le MotoGP, en tout cas la vitesse, tous ces pilotes émergents qui sont aidés par l'État espagnol. Nous, en France, c'est pas le cas. Donc, c'est d'autant plus beau de voir des Français sortir de ça. Maintenant, le mini-vert, oui, c'est bien. Il faut que ça continue. C'est peut-être pas les grandes années comme il y a eu quand moi j'ai couru. Effectivement, le mini-vert, c'était le seul championnat qui existait. Hein. Il faut pas oublier ça. Hein. Le championnat de France cadet, tout ça n'existait pas à l'époque. Nous, il y avait que le mini-vert. Mais aujourd'hui, il y a le championnat de France cadet, il y a le championnat d'Europe, il y a des épreuves du championnat du monde. Donc tout ça, moi, il n'y avait pas de montant. Quand on faisait le mini-vert, pour se confronter à des pilotes étrangers, il fallait aller faire le championnat d'Angleterre ou d'autres championnats. Moi, je l'ai fait le championnat d'Angleterre, où il y avait des pilotes qui roulaient avec des 100 cm3, et j'ai eu l'opportunité de me confronter à eux. Bon, voilà. Maintenant, il faut voir aussi le côté positif, ce qu'il y a en plus. Ouais. Justement, on parle de la relève un petit peu. Devenir entraîneur, toi, en motocross, est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça t'a intéressé? Est-ce que ça t'intéresserait pour plus tard ou pas? Je l'ai déjà fait, pas vraiment. J'y ai pensé. J'ai eu l'opportunité de m'occuper de certains gamins qui étaient de ma région. Après, ce qui m'a toujours un peu... je pense qu'il faut avoir la fibre pour ça.
pour être entraîneur, il faut vraiment avoir la fibre. Bon, moi, ce qui m'a toujours, peut-être ça va choquer, mais ce qui m'a toujours un peu arrêté, c'est les parents qui sont trop derrière. Bon, ça choque pas, tu sais, on a eu Olivier Nittard il y a quelques semaines, C'est- et c'était notre dernier live, et c'était le sujet pendant 3 quarts d'heure, on a parlé des parents de pilotes. Ouais. Mais je peux comprendre parce que c'est un sport tellement difficile financièrement, la moto, où les parents sont très derrière. Mais des fois, j'ai envie de te dire, ils sont trop derrière. Et j'ai eu l'expérience il n'y a pas très longtemps où je devais m'occuper de petits jeunes. Et puis j'avais été assez clair sur le fait de dire, attention, ça va être compliqué parce que je sais qu'il va y avoir le retour du bâton. Ouais, non, mais moi, tu vas voir, je suis de côté. Et puis, en fait, c'est avéré que le père a été là, quoi. Et puis, je peux comprendre aussi, c'est un peu, voilà, peut-être aussi ça vient du fait qu'en France, il n'y a pas assez de structures, pas assez d'écoles structurées. Attention, hein, peut-être plus d'écoles structurées. Par votre conséquence, les parents auraient plus confiance et par votre conséquence, on pourrait peut-être plus s'en occuper. Enfin, en tout cas, moi, c'est personnellement ce qui m'a toujours un peu freiné. Voilà. Maintenant, m'occuper de pilote pro, pourquoi pas? C'est pas fini hein, encore. Et du coup, tu fais ça, tu nous as dit tout à l'heure, en vitesse. Est-ce qu'en vitesse, tu retrouves un peu moins ce phénomène-là des parents, vu que c'est peut-être plus structuré en vitesse, euh, un peu moins cette caricature du crossman qui vient avec les parents, qui se saignent, et en vitesse, c'est peut-être différent, je sais pas, je te demande. Non, ben, je t'arrête. Alors, en vitesse, je m'occupe pas des enfants et je suis essentiellement avec des gens, on va dire, qui ont un certain âge, des D'accord. seniors, qui ont une carrière. Moi, je m'occupe pas de pilote pro en vitesse. Déjà, j'ai pas la prétention parce que j'ai pas fait une carrière en vitesse, hein, même si j'en ai eu fait. J'ai fait de l'endurance, un peu du 600 super sport et j'ai roulé un peu ma bosse dans ce milieu. Je m'occupe essentiellement de gens qui veulent s'amuser et qui sont pas là pour faire la compétition. En Partie revanche, loisir. exactement. En revanche, en vitesse en France, on est loin, on est très loin, qu'on soit bien clair. Je te parle pour les enfants, D'accord. pour les ados. L'Espagne et l'Italie sont largement devant, mais c'est à des années-lumière. C'est-à-dire que des pilotes, ils t'en sortent toutes les 5 minutes, ils mettent un coup de pied dans une poubelle, ils en sortent 10. Ils ont une structure fédérale, c'est hallucinant. En Italie, il y a Rossi, hein, qui a une école de pilotage que vous connaissez, je suppose, hein, le ranch. Lui, enfin voilà. Nous, en France, on en est loin encore. Ouais, comme tu le disais, mais on va souvent, nous, on est au sud-sud, on va souvent s'entraîner en Espagne, et que ça soit en motocross, en flat track, dans plusieurs disciplines motorisées, on voit que les Espagnols sont quand même en avance par rapport à nous, dans le sens où il y a quand même un engouement, on sent qu'il y a la fédération derrière qui pousse, on sent que les petits sont aidés, et c'est vrai que quand on arrive en France, on a l'impression d'être considérés comme des pollueurs, alors que là-bas, ils sont encore considérés un petit peu comme un crossman avant, on va dire, il y a 30, 40 ans, comme sportif de haut niveau qui fait le show, qui est, voilà. Donc, moi, en étant crossman, en allant souvent là-bas, en Espagne, j'ai un peu plus ce sentiment-là. Et en France, c'est un peu moins bien vu le sport mécanique, quoi. Ah, mais complètement. Hein. Mais je suis 100% d'accord avec toi. Tu passes à la frontière, même en Italie, hein, c'est reconnu, quoi. Tu vois, en France, c'est aberrant qu'on ne parle pas plus de Marvin Musquin, de Gauthier Paulin, de Romain Fèvre, de tous ces pilotes français qui sont sur le devant de la scène. Et on en parle 2 secondes à tout le sport. Enfin, je sais pas, c'est aberrant, quoi. Moi, ça me sidère. Dylan Ferrandis, quoi. Putain, les gars, réveillez-vous, quoi. À un moment donné, on a un pilote, un jeune pilote qui vient d'être sacré champion US en catégorie MX2. Certes, mais réveillez-vous, quoi. Il te passe une brève en disant un pilote français presque qui fait des cascades, Ouais. tu vois un peu le délire où Ouais, on en est. exactement. Ouais, c'est ça. Alors qu'après, on va se gargariser de sport parce que le tennis, quoi. Putain, arrêtez, quoi. On a des joueurs de tennis, ils s'arrêtent tous en huitième de finale. C'est quoi le délire? Et tu vois, et c'est des stars internationales.
Et les mecs, ils sont même pas capables d'aller jouer une finale d'un Grand Chelem. Une fois, ne serait-ce qu'une fois. Le dernier qui l'a fait, c'était Yannick Noah. Ouais, c'est ça qui est difficile en fait Ah, mais bon. de comprendre pourquoi ce sport-là est pas tant reconnu, que ce soit même la vitesse, hein, c'est moins reconnu que dans d'autres pays. Et la difficulté en fait, c'est de se creuser la tête et de se dire pourquoi et comment faire pour que ce sport soit plus reconnu. Et c'est vrai que Alors, la solution, on l'a peu. bien sûr, mais moi je pense que effectivement, on a la solution. Elle y est la solution. Si elle est dans, tu sais, si elle est dans un pays, elle sera dans un autre. C'est indéniable. Euh, on n'est pas plus con que les autres. En revanche, on véhicule une image qui est toujours la même, qui tourne un peu en boucle. Si je prends l'exemple si je prends les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui c'est facile de tout savoir. Le problème qu'on a en France, tout à l'heure j'en ai parlé franco-français, c'est qu'on aime beaucoup la critique. À force de se critiquer entre nous, ça fait pas avancer le schmilblick. Le but de tout ça, c'est faire avancer l'histoire. Faire avancer l'histoire et montrer quelque chose de très positif à des gens qui ne connaissent pas ce milieu-là. Mais si nous, on se bouffe entre nous, on ne pas. Et le microcosme de la moto, que ce soit la vitesse ou le cross en France, en tout cas, pour l'instant, ils se bouffent un peu entre eux, à savoir qui c'est qui a tort, qui c'est qui a raison dans un petit milieu. Si on arrive à regarder de plus loin et se dire, et peut-être aujourd'hui, la personne qui va donner la bonne image, elle n'est pas encore née, ou peut-être que oui. En l'occurrence, depuis peu, il y a un jeune que vous connaissez tous, que vous avez tous entendu depuis des années, mais qui sort très fort en MotoGP, c'est Fabio Quartararo. Bon, il y a toujours, pardon, Johan Zarco, bien sûr. Johan a vécu une année un peu compliquée. Mais ça peut être des vecteurs, ça peut être des leaders d'opinion qui peuvent montrer quelque chose de positif. En cross, peut-être ça peut aider, effectivement, les pilotes de vitesse peuvent aider à tirer vers le haut. Mais il ne faudrait pas que nous, on scie la branche sur laquelle on est en permanence. Parce que c'est bien beau ces courses du Supercross de Paris, tout ça, c'est extraordinaire. Mais il faut véhiculer une image dans le monde, quelque chose de positif, et il faut qu'on sorte de notre microcosme et montrer aux gens à quel point c'est bien la moto, pour quelles raisons c'est bien. Peut-être pas forcément, je ne vais pas incriminer la fédération parce qu'ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Il faut pas oublier qu'on est dans une Union européenne où il y a des normes anti-pollution et ainsi de suite. Mais nous-mêmes, en tant que pilotes, montrer que les circuits de motocross, c'est pas des décharges, montrer qu'on est des gens éduqués, qu'on n'est pas forcément en train de faire du bruit. Tu sais, moi, je suis hyper contre les vidéos qui passent où ils font le cross bitume à faire des roues arrière sur la route et tout. Quand je vois des clips avec Joule où on voit des Yamaha et faire des wesh-wesh et des machins, je suis contre. Je suis désolé, je suis contre parce que ça montre encore une fois la mauvaise image du motocross. Et moi, je veux montrer une bonne image. Je veux montrer des gens respectueux, des gens qui ont envie d'avancer. Et quand je vois sur les réseaux sociaux des gens qui se bouffent le foie et la rate entre eux, je suis désolé, ça me fait beaucoup de peine. On devrait céder, on devrait se tirer vers le haut. Justement, on avait une question par rapport aux réseaux sociaux. Toi, tu es assez peu sur les réseaux sociaux. C'est parce que enfin, je sais pas comment le dire. Est-ce que tu veux pas justement te mêler à ça? Ou est-ce que tu as jamais eu l'habitude d'être sur les réseaux sociaux et ça ne t'intéresse pas? C'est tout à la fois. Ouais. C'est parce que je suis pas de cette génération. Alors, bien sûr, il y en a plein qui sont pas de cette génération et qui s'y sont mis. Je sens pas. En fait, je ne supporte pas le négatif. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut être négatif. Je comprends pas cette méchanceté gratuite. Je ne comprends pas. Je ne l'ai jamais compris. Je n'arriverai pas à comprendre. Bon, maintenant, il faut vivre de son temps. Je vais pas faire le mec, le rabat-joie. Oui, c'était mieux avant, les réseaux sociaux, les gens communiquent plus. C'est faux, les gens communiquent mieux. Mais le problème, c'est qu'ils communiquent trop facilement. Et quand tu communiques trop facilement, que tu es derrière un clavier, ben c'est tellement facile de critiquer et de balancer. Donc, c'est un souhait de ma part de ne pas y être plus que ça, et ça me va très bien, largement. Maintenant, ça peut changer. Je sais pas. Peut-être que si il faut effectivement être un porte-parole
pour le motocross en France, en Europe et dans le monde, pourquoi pas? Mais si c'est pour raconter la couille et donner mon avis personnel sur un fait qui s'est passé, je vois pas l'intérêt. Le dernier en date avec Brian Moreau, putain, il y a de tout et n'importe quoi. Même si à un moment donné, tu penses quelque chose, on va dire négatif, le mets pas, pense-le. Et sous prétexte, il y a une liberté d'expression en France, les gens vont te dire, oui, mais moi, je pense que... Mais non, tu dois pas dire ça. Tu dois pas être négatif. Tu dois tirer les gens vers le haut. Surtout dans notre situation. Du coup, tu suis quand même un peu de loin ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui t'informe comment ça se passe. Parce que tu vois, là, tu parles de Brian Moreau, tu sais bien qu'il y a eu des débordements et tout ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Bien sûr, un exemple parmi tant d'autres. Je te donne cet exemple-là parce que c'est le dernier en date. Mais il y en a d'autres avant, avec des polémiques. Et des pilotes aussi, des pilotes pros qui se mêlent dans les polémiques et qui disent des choses qui sont pas forcément positives parce que sous prétexte que c'est les bien-pensants et qui pensent qu'eux, ils ont raison et ainsi de suite, tu vois. Et après, ça prend des proportions de fou. Mais bien sûr que je suis les réseaux sociaux parce que c'est facile, hein. C'est pas parce que je ne suis pas actif que je vois pas ce qui se passe, hein. C'est très facile, hein. Tu vois, j'ai un compte Instagram, j'ai un compte Facebook, j'ai un compte Twitter, je regarde tout ce qui passe. Mais je vois pas l'intérêt de me mêler à cette conversation. Une, parce que je sais pas quoi dire. Deux, parce que même si je dis quel intérêt, moi si je dis les choses, enfin, je vais faire le rabat-joie 2 secondes, si je dis les choses, c'est en face. Tu vois ce que je veux dire? Bien, on en parle. Mais derrière un clavier, aucun intérêt. Et tu penses qu'à l'heure actuelle, les réseaux sociaux sont... certains pensent que c'est un poison pour le sport de haut niveau, d'autres pensent que c'est un moyen de trouver plus facilement des sponsors, des aides, d'être un peu plus reconnu quand on a une belle image. Toi, tu penses quoi de ça pour le sport de haut niveau, pardon? Eh bien, tu viens de répondre à la question. La question, dans ce que tu dis, tu as la réponse, hein. C'est les deux à la fois. Les deux à la fois? C'est les deux à la fois, c'est toujours pareil, c'est les excès polluent. C'est un système de communication tellement facile et gratuit, mais à la fois, ça peut devenir un poison parce que tu peux vite te faire prendre dans le mécanisme de la communication mal faite et qui fait que tu te prends pour quelqu'un d'autre et qui fait que ça part dans un délire. Mais t'imagines, hein, je repars de mon temps. Il n'y avait pas ça, hein, pour communiquer, il fallait faire des paplards, il fallait faire un site internet, et puis il fallait alimenter, et puis je me rappelle, ça m'a coûté les yeux de la tête dans mon site à l'époque, mais c'était ça. C'était maintenant un réseau social, tac, tac, tu balances une photo, et ainsi de suite. Là où il ne faut pas tomber dans le délire, c'est tomber dans ce truc de youtubeurs et d'instagrammeurs, et que je ne critique pas, hein, attention, hein, mais il faut bien savoir où tu en es avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que aujourd'hui, beaucoup de pilotes pourraient être meilleurs sans les réseaux sociaux. Je m'explique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils sont pilotes, ils sont bons. C'est pas des excellents, mais ils sont bons. Mais ils comprennent qu'il y a quelque chose à gagner avec les réseaux sociaux. Et par voie de conséquence, ils oublient ce côté pilote, donc tout ce qui va avec entraînement, rigueur et ainsi de suite. Et hop, ça bascule dans le côté, on va dire, bling-bling et le côté tout ce qui se passe télé-réalité. Maintenant, si tu l'utilises bien, mais c'est un moyen de communication extraordinaire, mais il ne faut pas oublier de faire du résultat avant de communiquer. Et pas de communiquer avant de faire du résultat. Ah, exactement. Ouais, oui, c'est clair. C'est clair que le résultat sportif primera toujours sur la communication. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un pilote qui a des résultats au top, s'il ne communique pas, j'ai envie de te dire, c'est pas bon. C'est comme un qui n'a pas de résultat et qui communique comme un fou. Il faut équilibrer. Mais le résultat primera avant tout. Ne l'oublions pas. Ouais, exactement. Le résultat est communiqué après, mais pas l'inverse. Ça marche pas. Tu disais tout à l'heure, tu parlais, tu es dans le business quand même. Est-ce que dans le business, tu utilises quand même les réseaux sociaux ou c'est pas du tout ta partie? On les utilise, c'est pas ma partie. Il y a des gens qui les utilisent pour nous, mais moi j'arrive pas. Et puis j'ai toujours été convaincu qu'il faut faire ce qu'on sait faire. Il faut pas s'inventer des choses. C'est mon point de vue.
Et puis ça me passionne pas, on va être très clair, ça me passionne pas. Maintenant, ça n'empêche pas que je sache comment ça fonctionne, ce qu'on peut faire avec et la puissance que ça peut avoir, évidemment. Si on revient 2 minutes au motocross un peu, est-ce que toi tu regrettes l'époque du deux temps? Non, pas du tout. Pas du tout? T'es Ouais, passé à autre chose? ben, je regarde, moi j'aime la moto en général. J'aime la moto pour tout ce qu'elle représente, que ce soit du cross, de l'enduro, de la vitesse, de l'endurance, que tout, du trial, ça m'intéresse. Que ce soit du 2 temps, du 4 temps, même de la moto électrique, ça m'intéresse. Il y a même du VTT, le downhill, le vélo électrique, le VTT à eux, ça me plaît, ça m'intéresse. La sensation, 2 roues, un guidon, ça me plaît. Euh, Maintenant, le 2 temps, le 4 temps, si le seul truc qui fait que le 4 temps c'est chiant maintenant, c'est que ça fait beaucoup de bruit et que effectivement c'est plus compliqué d'utiliser dans certains endroits comme des chemins. Ouais, exactement. Ouais. Et si on revient justement du coup à la fin de ta carrière, tu sais, la période où tu as été champion du monde et après où tu as arrêté la moto, où tu es passé à la vitesse. Comment ça s'est passé pour toi? Cette transition-là de l'arrêt du cross à une autre discipline. Déjà, pourquoi tu as arrêté? Est-ce que toi tu sentais que tu voulais rester au haut niveau et tu as voulu passer à autre chose? Comment ça s'est passé pour toi dans ta tête à ce moment-là? Et tout simplement, moi j'ai vécu 2 périodes, 2 années, malgré mes titres de champion du monde. Je vais pas faire le mec qui se plaint, attention, hein. Non, mais au Mais moins on voit ton état d'esprit à cette époque-là. bien sûr, mais c'était assez compliqué financièrement, hein. Beaucoup de gens l'oublient, mais moi j'ai eu 2 procès avec mes 2 teams, malheureusement, avec lesquels j'ai été champion du monde. Le premier, c'était avec le team euh, dont Stéphane Evers était actionnaire, C'était qui Honda. était en l'occurrence le team LM avec Dave Grant, qui est parti en fin d'année avec la caisse. Bon, je me suis retrouvé une main devant, une main derrière, donc heureusement qu'à l'époque, enfin non, je l'avais pas, et j'ai fait appel à lui, qui est devenu mon agent par la suite, qui est Gérard Valla, qui est très actif dans le milieu. Gérard m'a dépatouillé ça et ça a duré longtemps le procès de 99, ça a duré jusqu'à 2000 et 2000 rebelote avec le team donc Paul Casper euh, qui a fait pareil, qui a mis la clé sous la porte en fin d'année. Donc en fait, de toute ma carrière, à un moment donné, j'ai amené 2 titres de champion du monde à Honda. La seule récompense que j'avais, c'était 2 fois la clé sous la porte avec chacun part avec la caisse et il n'y a plus de sous. Bon, 2 procès que j'ai gagnés, mais vous savez très bien comment c'est. Un procès, ça se fait pas du jour au lendemain. Un procès, ça, c'est dans le temps, c'est long. Bon, 2001, j'ai rebondi avec le team de Paolo Martin, qui n'était pas la folie non plus à l'époque, qui est devenu pas trop mal, mais je peux vous garantir que la première fois que j'ai vu le team, j'ai dit putain, on va pas trop y arriver avec ça. Et ça s'est soldé où je suis parti de chez Honda, pas parce que les motos n'étaient pas bonnes, mais Honda à l'époque, au-delà du fait qu'il y avait des motos d'usine, n'était pas impliqué comme ça l'est maintenant. C'était que des teams privés qui louaient les services du HRC. Et ça, c'était assez compliqué. Je peux vous garantir que 2001, le camion, en l'occurrence, il était gros, mais il était vide. Et, et c'était compliqué. Bon. En plus, c'était pas les meilleures années en termes de cadre et tout ça, non? Là, tu aurais été content d'avoir des pièces factory. Ouais, ça Non, allait. non, parce que moi, la meilleure moto que j'ai jamais eue, c'est la moto en 99, qui était une moto full factory du HRC, où justement, ils avaient sorti les nouveaux cadres et les nouveaux. 98, c'était une misère parce que les motos étaient tellement compliquées à rouler. C'était rigide, ouais. Je me suis cassé le poignet d'ailleurs en Pologne. Et 99, la moto, ça a été la meilleure moto que j'ai jamais eue. C'était extraordinaire, cette moto. Mais là, le HRC était venu s'impliquer. Mais c'était toujours via des teams privés. Tout le temps. Et les teams privés, ils étaient bancals, hein, je peux vous garantir. La preuve en est, c'est que 2 procès parce que financièrement, c'était moyen. Et le dernier, c'était Paolo Martin, que j'ai envie de te dire, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois, quoi. Bon. Et 2002, j'ai rebondi avec Yamaha, Rinaldi, où là, c'était un team au top. Mais mentalement, j'étais plus là, malheureusement. Mentalement, j'étais plus là et je sentais le moment où Michael était très fort aussi à l'époque, hein, Michael Pichon,
On s'était fighté sur les 2-3 premières courses. Et puis voilà, bon, il y a eu des choses dans ma vie privée qui se sont passées qui font que j'ai commencé à avoir d'autres horizons. J'avais pas envie de m'arrêter de faire de la moto. J'avais envie de faire de la moto. Voilà pourquoi la vitesse m'a permis de rebondir. J'avais fortement envie d'y aller. J'avais envie de me prouver un nouveau challenge. J'avais pas forcément l'envie de partir aux États-Unis puisque j'avais déjà essayé de partir. C'était une question que j'allais te poser aussi. Les États-Unis, à un moment donné de ta carrière, par exemple, quand tu as eu le premier procès, ça t'a pas tenté quand même de partir? Non, j'avais donné déjà. Moi, j'étais parti déjà. Moi, je suis parti tôt aux États-Unis. Moi, je suis parti en 94. J'avais 18 piges. Je suis parti tout seul avec mon bâton de pèlerin. C'est Jeff Emick qui m'a hébergé. C'était parti en fait. Pourquoi je suis parti? C'était l'idée, c'est que j'en avais marre qu'on se fasse défoncer à Bercy. Et pour moi, si tu veux, s'il y en a un qui réussit dans un domaine, il faut que je le fasse aussi, tu vois. C'est peut-être prétentieux ou pas, mais c'est comme ça. Je peux pas concevoir que tous les ans arriver se faire laver le cul sur une course. J'arrive pas. Et cet hiver-là, 94, c'est la Bérésina des Français. Et à l'époque, j'étais chez Yamaha et je vois mon manager, Michel Hamon, et je lui dis, putain, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Donc, trouve-moi des motos, je me casse aux États-Unis. Et j'étais un peu pote avec Jeff. Et puis, on discute. Il me dit, bah, viens chez moi et je pars. Je pars là-bas, moi. Je pars là-bas. Mais moi, je pars, attention, je pars avec rien. J'ai 18 ans, je pars là-bas avec un pote. Ah ouais, j'y vais, quoi. Et il s'avère que j'ai compris que c'était pas si simple que ça. C'était compliqué, la vie, c'est dur, c'est rustre, tu vois. Peut-être je suis parti un peu tôt, trop précipitamment. Mais ça m'a donné, par contre, une autre conviction, c'est que ma vie, elle n'était pas là-bas, elle était en Europe. Et ouais, t'en étais sûr de ça. Et là, t'as pas de regret, du coup. Exactement. Je suis rentré, j'ai mis une croix sur le Supercross. J'ai dit stop ça, parce que de toute manière, on n'est pas pris pour ça. Et si c'est juste faire la démonstration qu'on se fait battre par les pilotes qui, eux, sont préparés, ça sert à rien. Donc, j'ai mis une croix. Et là, je me suis préparé pour le cross. Et c'est, je pense, pour ça que je suis devenu aussi champion du monde. J'ai mis mon focus et mon énergie dans le cross. Et quel est ton plus beau souvenir, du coup, dans le cross, vu que tu nous as dit que 99-2000, c'était un peu compliqué, les années de tes titres? Ça reste quoi quel moment ton plus beau souvenir? Mon titre de champion du monde, hein. Attention, le premier, bien sûr, j'ai dit tout à l'heure, financièrement, c'était pas si simple. Maintenant, humainement et émotionnellement, ça restera à vie le meilleur souvenir. C'est au premier titre de champion du monde que tu avais lâché les deux mains, tu étais retombé sans les deux mains sur la moto. Ah, c'était le deuxième. C'est le deuxième, ça. Ouais, le premier. Ça m'avait marqué, moi j'étais gamin, ça m'avait marqué. Bien sûr, mais le premier, c'est aux États-Unis, à Butts Creek, à mon grand regret, parce qu'il n'y a personne là-bas. Ouais, personne n'était là pour faire la fête. En tout cas, il y a quelques personnes de mon entourage, mais il n'y a pas la même émulation qu'il y aurait eu. Saint-Jean. Ça aurait été Saint-Jean, ça aurait été un truc de fou. Eh oui, qu'on soit clair. Et le deuxième, c'est en Europe, et la finale où je lève les bras et je tombe, c'est à Tuchenthal, en Allemagne, où je suis titré, je crois, c'est l'avant-dernier Grand Prix d'ailleurs. Ah, d'accord. Ah, j'ai de la visite, hein. J'ai le petit qui veut me rendre visite. On l'avait dit tout à l'heure, c'est la loi du direct. On l'avait dit. On va pas faire les malins parce que Fred aussi, on a des petits qui sont au lit, alors on va pas se porter la poisse. Bon, en tout cas, Fred, on a pas mal de commentaires. Tu vois, tu disais que les Français étaient négatifs. Eh bien, dans notre live, non, tout le monde est positif aujourd'hui. Tout le monde croit au mini-vert. Tout le monde aime Honda, malgré qu'il t'ait collé un procès. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, sur les réseaux sociaux aussi. J'avais une question, Fred. Mais juste un commentaire sur Nico, 2 secondes sur ce que tu dis. Oui, mais il faut attention. Hein, je veux pas que mon discours soit négatif. Au contraire, le but. Non, mais en plus, je suis d'accord avec toi. Et souvent, on a des commentaires négatifs. Mais ce soir, tu as réussi à apaiser tout le monde. J'espère. Mais en tout cas, quand je parle de mes procès, c'est encore une fois. Hein, je veux pas. C'est pas pour s'apitoyer sur mon sport, ou dire qu'Honda c'est de la merde. Qu'on soit clair. Moi, j'ai toujours été pro Honda. Aujourd'hui, et je le revendique encore. Ils savent faire des motos extraordinaires. La preuve en est, c'est que le team, il est fabuleux. La seule chose, c'est vrai, j'aurais bien aimé vivre de temps en temps cette période-là. C'est tout.
À partir de là, je suis pas nostalgique hein, et j'adore ce qui se passe, mais soyez positifs, les mecs. C'est ça le message. Allez-y, quoi. Montrez l'image positive de tout. Tu avais fait une pige aussi en super motard? J'ai fait 3 années de super Tu avais motard 3 avec années, Aprilia. ça s'était bien passé. Alors, j'ai plus trop de souvenirs parce que je m'intéressais pas au super motard à cette époque-là. Comment tu l'avais vécu, toi, cette période-là, super motard? C'était une transition? Tu comptais vraiment te mettre à fond là-dedans? Je te blesse, j'ai coupé Nico tout à l'heure. Je sais pas, peut-être tu voulais dire quelque chose. Je le sens. Non, non, vas-y, Ah, c'est C'est bon. bon? pardon, Nico. Excuse-moi. J'y reviendrai après, j'y reviendrai après. Ok. J'ai fait 3 années en supermotard avec Aprilia. En fait, j'ai fait qu'une année en vitesse, 2003, avec des Honda. C'était avec un programme Honda France. Moi, je voulais aller en championnat du monde directement. Il s'avère que j'ai vite compris que la vitesse, il fallait beaucoup d'argent pour arriver au sommet. Moi, le truc, c'est que je voulais y aller rapidement, étant donné que je sortais du mondial en cross. Moi, je voulais aller en mondial. Bon. Techniquement, c'était réalisable, c'était à 2 doigts, mais ça ne s'est pas fait financièrement. Bon, j'ai fait qu'une année avec l'aide d'Honda France, ça s'est très bien passé d'ailleurs, où j'ai fait le dernier Grand Prix en Super Sport à Manicourt, où j'ai pas fini, mais j'étais 12e, ça se passait bien et je tombe à quelques tours de la fin. Et tu sais qu'en vitesse, quand tu tombes, la moindre chute de merde peut ne pas se finir parce que tu casses un levier de frein, c'est fini, quoi. Tu rentres ou c'est comme ça. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais on m'a de suite demandé l'année d'après d'emmener des sous et ainsi de suite. J'ai dit ça, c'est pas question. Il est hors de question. Je suis pilote. Si je suis pas payé, c'est pas très grave, mais c'est hors de question que je paye pour rouler. Donc ça, c'était un souhait personnel. Et j'ai eu l'opportunité de partir en supermotard avec Aprilia. Ils avaient un projet qui était le V2, le bicylindre 450, et il fallait développer la moto. J'essaye la moto pendant l'hiver, elle ne marche pas, mais je sens qu'il y a un potentiel et un souhait de l'usine derrière de vraiment développer ça. On y va. Donc c'est 2004 et je fais recruter un pilote qui s'appelle Jérôme Giraudot. Je pousse vraiment pour qu'il rentre dans la structure. Ils le prennent et on est champion du monde avec Jérôme en 2004 avec cette moto-là. Et 2005, tout le monde voulait les Aprilia. D'ailleurs. Oui, Et ça, c'était extraordinaire. Donc, je suis resté 3 ans, 2004, 2005, 2006. D'accord. Où la dernière année, je me suis battu. C'était fou parce que c'était Thierry Van den Bosch, Jérôme Giraudot encore et moi. Et à mi-championnat du monde, on est tous les 3 sur des Aprilia et on est ex aequo de points pour le leadership. Ah ouais. Et ça, c'était fou. Et en fait, c'était trop pour Aprilia. Et il a fallu faire des choix. Et donc, du coup, voilà, c'est Thierry qui était très fort d'ailleurs, hein, qui a tiré son épingle du jeu, qui est champion du monde. Et je crois que je fais 4 cette année-là. Mais après, j'ai arrêté. J'avais pas envie de continuer. Le but, c'était pas conquérir des titres et des machins. J'avais envie de divers horizons, mais toujours dans la moto. On a une question de Robin. Ouais, vas-y. Parce que il y a pas mal de questions, donc vas-y, Blaise. Vas-y, Robin demande si Théo Bollé a déjà été attiré par le cross, est-ce qu'il en a fait ou pas? Ou le cross Théo a fait du cross. Ouais, mais de haut niveau, est-ce qu'il a déjà été attiré par le... Oui, ouais. Absolument. Mais il s'avère qu'il avait plus des capacités à faire de l'enduro. D'accord. Et encore une fois, tout à l'heure, j'en ai parlé. Moi, je suis d'humeur à être assez honnête envers soi-même. Je suis parti aux États-Unis, ça m'a pas plu. Physiquement, en tout cas, je sentais pas le coup d'y rester. Je suis rentré, il faut arrêter. Voilà, ça c'est mon point de vue. J'en ai parlé avec Théo, il a essayé, bon. Et à un moment, on s'est rendu compte qu'en enduro, il était bon. Et d'ailleurs, il a été bon. Il a été très bon. Je crois que son meilleur résultat, c'est vice-champion du monde junior par équipe. Avec des belles courses, des belles courses. Il a joué un titre de champion de France qui s'est joué à 2 doigts. Enfin bref. Donc voilà. Toi, on parlait des parents tout à l'heure. Tu as été quel type de père? Tu as été le père qui lui fracasse le panneau du panneauteur sur la tête? Tu as été plutôt le papa protecteur? Quel genre de papa coach as-tu été? À ton avis, par rapport à ce que je l'ai dit tout à l'heure.
Ah, Je pense que tout le monde connaît la réponse. Plutôt C'est avec bien un pas de recul quand même. de voir comment tu as fait. Comment tu as fait. Parce que là, tu vois, on voit Blaise qui réveille son fils la nuit pour qu'il aille s'entraîner parce qu'il veut que ça devienne un pilote professionnel. Donc, je veux savoir. moi, j'ai été déjà le père, le fils d'eux, c'est compliqué. T'imagines un Ouais. peu. Ouais, c'est pas évident ça. Tu sais, la plupart des gens, ils disaient à Théo, mais toi, de toute manière, t'es bien entraîné. Toi, t'es bien entouré. Mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est faux. Alors bien sûr il est pas mal entouré, évidemment qu'il est pas mal entouré. C'est quand j'avais un conseil, quand j'ai un conseil à lui donner, je lui donne toujours d'ailleurs. C'est parce qu'il fait plus de la moto que j'en donne pas des conseils. Euh, mais euh, mais il y a l'avantage et l'inconvénient. Maintenant, moi, comment j'ai été avec lui, assez distant, parce que je voulais qu'il fasse son truc. Je voulais qu'il trouve sa voie, je voulais qu'il montre de quoi il est capable. Le sport moto est un sport individuel, comme plein de sports individuels. Et à un moment donné, c'est toi qui dois montrer l'exemple, qui prend les décisions sur la moto. C'est pas ton père, ta mère, ton oncle, ta tante. C'est pas ton coach. C'est pas moi quand j'ai été champion du monde, j'avais une équipe dont je vous remercie du plus profond de mon cœur. C'est l'équipe Honda avec Yuri, mon mécanicien danois, avec Yannick Kervela, mon coach, avec Jean Savoca, mon préparateur physique. Mais la décision finale, c'était moi qui la prenais. On en Ouais, discutait, mais la décision finale, c'est moi qui la prenais. Et aujourd'hui, c'est toujours pareil. Donc, Théo, j'ai été, bien sûr que je l'ai conseillé, mais tout en essayant de garder les licences parce que j'ai l'expérience de ça et que j'ai tellement vu des parents à casser des panneaux sur la tête des enfants, à hurler au bord de la piste. C'est complètement ridicule. C'est ridicule, déconcertant. Même aujourd'hui, je le vois. Hein, attention, je suis allé à la Ligue Languedoc-Roussillon. Ça fait peur. Hein. C'est une catastrophe. Hein. C'est terrible. On le voit partout, dans tous les sports, hein, malheureusement. Mais Fred, d'ailleurs, Fred Vial, l'autre fois où j'avais vu l'émission, on en a parlé, mais il a totalement raison. Les parents, calmez-vous. Calmez-vous. Vous inquiétez pas, tous les managers, tous les agents, ils regardent tout, ils surveillent tout, ils savent exactement qui fait quoi, où, quand, comment. Et j'ai aussi, au-delà de tout, vu des pilotes qui étaient d'un talent déconcertant, qui étaient d'un talent fou, mais qui étaient tellement avec un entourage, excusez-moi du terme, de merde, qui sont pas allés plus loin que ça, parce que c'est pas possible, c'est pas viable dans un team. C'est pas possible. Si on revient un peu à Théo, parce qu'on avait une question qui chagrinait, je l'ai vu passer une ou deux fois. Tout à l'heure, tu parlais de cross bitume et on a un abonné qui était chagriné parce qu'il avait vu ton fils sans casque ou en jean en tout cas sur une moto. Tu en penses quoi toi de ça? Est-ce que tu as des explications peut-être à donner? Parce que moi j'ai pas vu, mais. Non, j'en pense pas ni du bien ni du mal. Maintenant, je fais bien la différence entre mon fils, et c'est pas parce que c'est mon fils qui fait une fois une roue arrière sur un bitume et des racailles dans les cités qui font les cons sur les motos. Attention, hein, je fais bien la différence. Maintenant, bien sûr que s'il faisait n'importe quoi, je dirais qu'est-ce que tu fais? J'ai toujours été comme ça. Je me suis jamais caché. Et d'ailleurs, encore une fois, j'ai été assez dur avec Théo pour certains trucs. Mais non. Moi, je trouve que c'est bien ce qu'il fait, même si ça plaît pas à tout le monde. Hein, c'est pas très grave. Hein. Oui, c'est ce qu'il faut dire. Il est très très bon en com en plus, tu vois. Donc voilà, c'est des petits coups de com qu'il fait comme ça, c'est maîtrisé. C'est pas du tout dans l'esprit cross bitume. Donc voilà, je pense que c'est ce qu'il fallait préciser. Mais bon, pour être clair, on en a parlé entre nous. Hein. J'ai dit bon, évite ce genre de choses. Il a bien compris, il fait un petit coup de com de temps en temps, mais sur toutes ces vidéos, il y a peut-être 2% de vidéos où il fait un peu des trucs comme ça, quoi. Mais ça s'arrête là. C'est vrai qu'on voit qu'en com, il est quand même bon. Du coup, on a parlé tout à l'heure des réseaux sociaux. Ça lui sert quand même beaucoup à Théo, non, les réseaux sociaux, pour tout ce qui est business et le reste. Absolument, mais Théo a pris une direction. Théo a pris une direction et il a compris exactement où il en était avec la moto et qu'il avait un certain âge. Théo, il a commencé tard, hein, la moto. Il n'a pas commencé tôt. Hein. Théo, à 15 ans, il ne savait pas qu'il allait faire de la moto. Hein. Sa première course, il l'a faite à 15 ans parce que moi, je n'avais pas le temps d'en l'amener. J'étais encore en activité. Et puis quand il a commencé, c'était sur le tard. Il a rebondi avec l'enduro et ça s'est super bien passé. On a pris cette décision. Et un jour, il a pris la décision, lui tout seul,
de dire bon, c'est bon, j'ai plus envie parce que c'est contraignant pour plein de raisons. Bon, mais c'est bon, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, j'ai jamais eu de souci avec ce truc-là. Et il a trouvé cette voie, justement, de faire de la moto, de véhiculer une image et de faire de la com, mais il n'a jamais prétendu à autre chose que d'être ce qu'il est. Et il est clair avec lui-même. C'est pour ça que tout à l'heure, même j'en parle, quand je parle de ça, je sais qu'il y a des pilotes aujourd'hui qui sont des vrais pilotes, mais qui oublient d'être pilotes. Théo est sorti complètement de ça. Complètement. Il bosse pour une boîte qui s'appelle Five, où il développe les gants, il est racing manager, il s'occupe de ses pilotes. En parallèle à ça, il fait des vidéos, il fait de la moto, et il s'éclate comme ça. Hein. Oui, oui. C'est pas un pilote, il faut pas confondre avec ce qu'on disait tout à l'heure, tu as raison de Ah oui, oui, oui. Faut bien. Je suis pas en train. C'est pour ça que c'est bien d'en parler. Je critique pas les réseaux sociaux. Je critique la façon dont les pilotes s'en servent. Les pilotes de haut niveau, ouais. Exactement. Mais je critique absolument pas. Et tout à l'heure, la question, est-ce que c'est bien? Bien sûr que c'est bien. Parce que c'est un moyen de communication simple et efficace. Mais il ne faut pas tout mélanger. On a une On question. a un message que je relève de Sébastien qui rappelle un petit souvenir. Je sais pas si tu vas t'en rappeler. Bobol, je l'ai vu pleurer car il avait terminé deuxième en 80 à Corbert-les-Cabanes avec son jet à rail et son masque et sa cale énorme au départ. J'ai dit, ce gars, il en veut grave. Après, je l'ai revu avec son 125 CR Mugen avec un style au top. Et quelques années plus tard, j'étais là lors de son premier titre de champion du monde. Est-ce que tu te rappelles de cette fameuse course à Corbert-les-Cabanes où tu pleurais, Fred? Non, pas vraiment. Mais je doute pas de ça parce que j'étais de ce. Oui, effectivement, j'étais comme ça. Tu refusais la défaite. Ah, j'arrivais pas. C'était plus fort que moi, j'arrivais pas. C'était trop compliqué pour moi. Mais, mais la course de Corbert-les-Cabanes, je m'en souviens pas particulièrement si c'était le circuit, bien sûr. Mais cette course-là, non. Mais oui, c'était horrible pour moi. J'y arrivais pas. Si je n'étais pas devant, je n'y arrivais pas. C'était même viscéral. Après, on retrouve ça chez les grands champions. Hein. Écoute, peut-être, mais en tout cas, pour répondre à la question clairement, mais c'était presque. Des fois, c'était un peu invivable, tu vois. Je dis pas qu'il faut être comme ça, c'est dur des fois hein, de prendre sur toi et de dire putain, t'écoutes personne, quoi. Dans ton entourage, t'inquiète pas, ça s'est bien passé. Non, t'écoutes personne. Tu deviens même presque désagréable, quoi. Tellement que t'es parti aux US après Bercy, quoi. Ah oui, non, mais moi, c'est clair. Je jure que c'est comme ça que ça s'est passé. Je suis sorti de là, j'ai dit ça, c'est plus possible. C'est pas possible, je peux pas montrer ça. Je suis parti, je suis resté 6 mois, je suis rentré, j'ai compris. Et regardez, à partir de là, j'ai plus refait de supercross, à part en 99, après mon titre où j'ai été invité à Bercy. Je voulais pas y aller. Et on a insisté parce que j'étais champion du monde, qu'il fallait y être. Je me suis blessé, je me suis cassé une vertèbre. Ouais. Et de là, j'ai dit, deuxième alerte. Donc terminé, quoi. Terminé le supercross. Vraiment. Je me casse C5, C6. D'accord. Ouais, chaud. Non, pas C, pardon. D5, D6. Donc, Et moi, tu vois, Blaise, il a été roulé une fois dans le sable à la Magesse, qui s'est fait pulvériser. C'est pas pour autant qu'il a été habité au Touquet, tu vois. C'est pour ça qu'il y a une différence entre les champions et nous, quoi. Ouais. Mais ça, c'est encore autre chose de le sable. Il y a une légère différence, ouais. On a une question de Julien qui demande dans ta carrière quel a été ton adversaire le plus redoutable? Michael a été dur. On a revu quelques vidéos là dernièrement. Alors je sais pas si tu les as vues sur les réseaux sociaux quand toi t'étais sur Honda, lui sur 2,5 RM. Grosse bataille. Alors je me rappelle plus du GP exact, mais c'est vrai que les batailles avaient l'air rudes. Ah, il y en a eu plein avec lui. Ouais, il y en a eu plein. Déjà le personnage il est dur, hein, Michael. Bon, maintenant on est super potes hein, quand on se voit. On est potes quoi, tu vois. Mais l'époque elle était dure. Hein. Ouais, j'imagine, avoir un adversaire ça doit pas être simple. Attention, caractère de dingue lui, hein. Autant moi je pleurais, lui, hein. C'était x10. Hein. Non, dur. Il y en a eu d'autres. Pete Byrer, je repense à Pete, lors de mon premier titre, où on s'est battu comme des chiffonniers à Falkendange, au Luxembourg,
où il me tapait dedans pour pas que je le double. J'ai gardé mon sang-froid. Je me rappelle de ce Grand Prix qui a été la clé, d'ailleurs, de ce titre. Et l'année d'après, ça a enchaîné avec Mika. Après, il y a eu Evert, qui était redoutable. Il y a eu des pilotes comme ça, mais directement, c'est Mika, je crois que. Et puis, comme on était tous les deux français, tu vois, c'était chaud, quoi. Ouais, compliqué, ouais. Ouais, c'est chaud. Mais bons souvenirs, hein. J'adorais me battre avec des pilotes comme ça, quoi. T'en sors plus fort. Ouais, j'imagine. Nico? On peut parler un petit peu du Supercross US et des Grands Prix rapidement, Fred, si je sais pas si tu as eu le temps de tout regarder, mais rapidement un débrief sur ce début de saison. Oui, je regarde, hein, bien sûr. Bon, je me lève pas tous les matins à me mettre, mais je regarde les retransmissions, je regarde ce qui se passe, et ainsi de suite, bien sûr. Dis-moi. Bon, tu vas pouvoir nous donner ton avis alors, un petit peu ton œil aguerri de champion du monde. On était à Atlanta ce week-end en Supercross US, c'est pour démarrer par les 450, c'est Ken Roczen qui gagne devant Justin Barcia. Juste, j'ai pas vu Atlanta. Ah ouais. C'est dommage. Rapidement, j'ai vu les résultats, mais j'ai pas vu Atlanta. C'est dommage parce que très très belle course en 450 quand même. Vraiment, ah ouais. Mais j'ai pas vu. J'étais à Marrakech avec ma femme et j'ai passé 4 jours extraordinaires. Tranquille, quoi. Interdit de regarder le Supercross. Comment? Interdiction de regarder le Supercross. Non, pas interdit, je me le suis interdit. C'est-à-dire, c'était tellement bien qu'on a pensé à autre chose. J'ai juste regardé les résultats et tu vois, on est rentré, j'ai pas pris le temps de regarder. Mais néanmoins, bien sûr, dis-moi, j'ai mon avis. Ouais, ben Ken Roczen, du coup, qui gagne devant Justin Barcia, 3e Cooper Webb, 4e Eli Tomac et 5e, une grosse surprise de Martin Navalos qui a failli claquer un podium. C'est là, quand on voit les 4 premiers sur cette épreuve, on se dit qu'il y en a un des 4 qui sera champion SXUS, à savoir Roczen, Barcia, Webb et Tomac. En tout cas, c'est mon avis, je sais pas si c'est le tien, Fred. Ah, ça serait difficile de dire l'inverse. Mais ça serait difficile de dire l'inverse. C'est l'ordre le problème. Ouais, c'est l'ordre, exactement. C'est l'ordre. Et l'ordre, ça va être autre chose. Si tu me demandes mon avis pour savoir qui c'est qui va être champion, je ne sais absolument rien. Et c'est tout l'intérêt du Supercross US depuis quelques années. C'est-à-dire qu'on a eu des années où il y a eu des pilotes qui écrasaient la concurrence. Je pense à Stewart. Ensuite, dans l'ordre, c'était Carmichael, Stewart et le dernier en date, Kawa, putain, j'ai oublié. Il y a eu Villopoto, Dungey. Villopoto. Donc ça a écrasé la concurrence. Aujourd'hui, tu as un Tomac qui est au-dessus du lot. Mais, il y a toujours le mais. Il fait des merdes que tu sais même pas d'où ça sort. Je pense la première épreuve, c'était l'année dernière, où il y a le pantalon qui se dessert. Hallucinant, quoi. Moi, j'ai pas de leçon à lui donner, loin de là. Mais si je perds le pantalon, j'ai fini à poil parce que j'en ai à foutre. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que ce ne soit pas arrêté que pour le pantalon. Tu vois ce que je veux dire? Bon. Non, il s'était blessé à l'épaule. Il s'était blessé à l'épaule. Voilà. J'imagine qu'il y a quelque chose d'autre. Mais bon, il y a tout ça fait que Tomac, jusqu'à aujourd'hui, nous a prouvé toujours la même chose. Qu'il sait être très fort, très vite, mais pas consistant. Jusqu'à preuve du contraire. Ensuite, tu as Roczen. Roczen, qui est, à mon sens, un des meilleurs pilotes de tous les temps, mais il y a quelques années. Et presque, c'était un peu indécent. C'est-à-dire que s'il s'est blessé, c'est pas inopportun. Je m'explique. Il allait trop vite par rapport à la concurrence. Il était trop au-dessus du lot. C'était trop un excès de confiance. Et il s'avère qu'aujourd'hui, il est rentré un peu dans les rangs. Parce que la blessure, physiquement, c'est une chose, et mentalement, tu l'oublies pas. Et c'est le plus dur de l'oublier mentalement. Il s'avère qu'il est toujours vite, puisque la preuve en est, c'est qu'il gagne. Bon. Et puis là, il a dominé. En plus, il a dominé, là, cette finale-là. Pardon? Cette finale-là, il l'a dominé. Oui, non, mais c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est très, très fort ce qu'il est en train de faire, parce qu'il revient de deux blessures. Donc, trois blessures. Deux grosses, conséquentes. Bon. Et en plus, au bras, chaque fois. C'est ça. Bon. Après, t'as Webb, qui a un pilotage, on ne sait pas trop. Il est là, il a été champion, mais j'ai plus l'impression qu'il a été champion à la rage qu'autre chose. Après, comme tu dis, tu as des Davalos qui sortent de nulle part. Que dire de tout ça? Pour l'instant, il n'y en a pas un qui écrase la concurrence et c'est
si ce n'est Roczen qui sort un peu du lot. Mais tu verras, Roczen, peut-être dans 2 courses, il va faire une contre-performance. Parce qu'on ne sait pas. Au général, on a Roczen et Thomas qui sont à égalité de points, avec 200 points. Derrière, 3, on a Justin Barcia avec 177 et 4, Cooper Webb avec 176 points. C'est ça. Donc c'est fou. C'est quand même serré. Et Justin Barcia, on en parle. Ouais. Ça fait des années qu'il doit écraser tout le monde. La grosse confrontation avec Thomas quand même. Ils se sont un peu accrochés. Oui. Oui, je suis d'accord, mais Barcia, il est là, le mec, il pulvérise tout le monde à la première épreuve, la deuxième c'est un peu moins, la troisième c'est un peu moins, d'un coup il se relève. Oui. Alors cette année, on a l'impression, puisque la preuve en est, en général il est là, mais il a un peu fait ce qu'il a toujours fait. La première il gagne, la deuxième, hop, la troisième on le voit pas, et puis il revient. Ouais. Lui, il parle de changement là. Bon, déjà il dit qu'il a changé mentalement, qu'il a évolué et tout ça. Après il dit aussi que il a une moto qui se rapproche énormément de l'origine. Et que ça lui va beaucoup mieux en pilotage, qui peut vraiment s'exprimer. Par contre, pour les départs, c'est pas ça. Après, c'est ce qu'il dit lui, on connaît les pilotes, on connaît un petit peu les obligations de ce qu'ils ont à dire. Les motos, elles sont toujours comme celles d'origine, mais quand tu montes dessus, tu sens quand même une légère différence. Et qu'est-ce que tu en penses, toi ? Est-ce que tu penses que le fait d'avoir une moto comme proche de l'origine en supercross, ça peut vraiment le pénaliser au niveau des départs ? Sachant qu'on parle d'une 450. Écoute, Tom Vial, il a fait quasiment un all shot à la Capelle Marival. Ouais. C'est ce que je te dis. Ouais, mais Fred, il nous avait dit que la moto partait toute seule. Ouais, mais tu sais, le départ, c'est aléatoire. Le départ, j'ai envie de te dire, la chance qu'on a dans le motocross, le supercross, c'est de tous partir sur la même ligne. Et ça, que les pilotes, ils en soient bien conscients. Quand tu fais de la vitesse, quand tu fais de l'endurance, quand tu fais même du super motard, tu es 3 par grille. Et quand tu fais le 15e temps, même si c'est à 3 dixièmes ou à 4 dixièmes, tu es sur la 4e ligne. Donc déjà, tu pars de loin derrière. Là, en cross, tout le monde a néanmoins la chance de pouvoir sortir son épingle du jeu. Maintenant, Barcia, peut-être. Mais alors, qui l'empêche de faire quelque chose de mieux sur ses motos ? Ouais, bien sûr. Non, mais c'est un choix après. Lui-même le dit. Il préfère, choisit une moto qui lui va mieux pour les 25 tours qui restent. Et voilà. Mais bon, par contre, il dit que ça le pénalise pour le départ. Exactement. Mais c'est peut-être le bon choix qu'il a fait. Ouais. C'est peut-être le bon choix pour une fois. Et tant mieux. Et des fois, il faut savoir être un peu plus, un peu plus tranquille pour pouvoir justement regarder plus loin. Ça fait partie des qualités qu'il faut avoir pour être un bon sportif de haut niveau. C'est redescendre de niveau, comme peut-être Roczen en ce moment. Parce que Ken, il y a 3 ans en arrière, quand il est arrivé aux États-Unis, qui mettait 4 secondes de tour à tout le monde, putain, il y a un problème, quoi. Tu vois, il y a un problème quelque part. Et ça finit comme on sait. Et le garçon, il est intelligent. Il revoit sa copie. Il sait être calme quand il faut. Il sait appuyer là où il faut. Il sait se placer, ainsi de suite. C'est ce qui fait que les champions, si tu prends Dungey, c'était pas sur le papier le pilote le plus rapide, mais le pilote il était pas excellent dans un endroit, il était bon un peu en tout. Exactement. Et oui. Tu sais, il y en a plein qui disent s'il avait fait ci, s'il avait fait là, si, ouais, mais avec des si, on le sait tous, on fait le monde. Il faut avoir un peu de tout pour arriver à mener à bien un titre de supercross, un titre de champion du monde, un titre de voilà. Il faut amener, c'est tout. On a 2 pilotes qui ont failli briller à cette finale. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, Davalos qui était 2, je crois, jusqu'à 3 tours de l'arrivée, et après il s'est fait passer par les Top Gun. Et Justin Hill qui était rapide aussi, qui restait 3. Quasiment les 3/4 de la manche, donc 2 pilotes qui étaient assez rapides ce soir-là en termes de chrono. Par contre, ils n'ont pas été constants toute la finale pour arriver à atteindre le podium. Tu penses quoi toi de ces 2 pilotes, Davalos, Hill, qui ont des profils assez différents mais qui peuvent scorer peut-être gros sur une finale? Bien sûr, qui plus est quand tu commences à voir qu'effectivement, mais finalement je peux tenir 3/4 d'une finale, deuxième, tu vois. Ça te marque. Donc, la fois d'après, tu l'as enregistré, ça. Tu sais que tu peux le faire. Donc, par voie de conséquence, mentalement, ils vont évoluer. Alors, surtout que ce n'est pas des newcomers. Hein.
Oui, en plus. C'est pas des newcomers. Ils ont néanmoins de l'expérience, mais il leur manquait cette expérience-là. Et cette expérience-là, de mener une course, peut-être pas en tête, mais sur le devant de la scène, va les emmener à la fois d'après à dire, oh, finalement, c'est pas mal. Moi, personnellement, ça m'a aidé. Dans ma carrière, quand j'ai compris que je pouvais faire des podiums, et d'ailleurs, c'est un truc que j'ai jamais trop compris, pourquoi les Français en France font des podiums, mais quand ils vont ailleurs, ils en font plus. Je parle pas de tous. Hein. Je parle de certains Français qui ont fait des podiums dans leur pays, ou d'autres pilotes dans leur pays respectifs. Dès qu'ils vont ailleurs, ils n'arrivent pas. Moi, j'avais compris que si tu peux le faire d'un côté, tu peux le faire de l'autre. Et ça m'a aidé. T'as une course, toi, qui t'est restée en mémoire, qui t'a vraiment donné un déclic? Non, pas vraiment. En mondial, par exemple, il n'y a pas une course où t'as commencé à scorer gros? Si, c'est le Grand Prix de France à Ifendik en 96 où je dois gagner et malheureusement le dernier tour en doublant un pilote retardataire, je prends une pierre dans le front, ça m'ouvre le front, d'ailleurs j'en ai une belle cicatrice et du coup j'avais du sang partout dans les lunettes et du coup j'ai ralenti et Everts qui était 5-6 secondes derrière, j'ai gagné le Grand Prix et il revient vers moi, il me double et je fais deuxième. Mais par contre, j'ai compris un peu ça. Ça t'a aidé pour la suite. Et d'ailleurs, le week-end d'après, qui était à Ruggenburg en Suisse, j'étais sûr et convaincu que je gagnerais le Grand Prix et je l'ai gagné. D'accord. Ouais, donc, du coup, ça t'a aidé pour la suite. Ouais. Le déclic, existe. Le déclic, oui, non, mais après, je me rappelle, ça a fait partie, mais le déclic existe. Hein. Je vais vous dire un truc même. J'en ai peu parlé parce qu'on m'a trop demandé et que bon finalement mais champion du monde c'est un déclic hein. Le fait d'être champion du monde ou l'ascension bien sûr. C'est un déclic, c'est à dire que tu construis et un jour c'est le bon moment, c'est maintenant et ce jour-là ça par contre je peux en parler, je le sais et je sais pourquoi et tu réunis tout, et c'est-à-dire que l'année 99, pour moi, c'était sûr. C'était ton année. C'était clair, net et précis. C'est-à-dire que tout mon entourage, tous les gens qui étaient proches de moi, savaient et faisaient tout pour. Tout, c'est programmé. T'es programmé, c'est comme ça. Il y avait pas j'avais pas le temps ni la place à autre chose que mon titre de champion du monde. Rien. Et je pense que c'est comme ça hein, que ça fonctionne. Faut pas croire. Tu es obligé de focaliser 100% de ta vie sur un objectif. Oui, sur un objectif comme un titre de champion du monde. Oui, bien sûr. Si c'est être champion de ta ligue ou pareil, tu vois, tu peux te. Mais Nico s'il met 100% de... pas qu'il y arrivera peut-être pas. Ouais, même moi, si je mets 100%. Non, c'est sûr. Nico, je suis désolé, mais c'est comme moi maintenant. Hein. Mais si on me dit, vas-y, focalise-toi sur un titre de champion du monde, oublie. Oui. Chez moi, ça ira très bien comme ça. Non, mais tu construis. Et à un moment, c'est maintenant. Si tu n'es pas à 100% pour ce que tu fais au moment où tu le décides, un titre de champion du monde, tu ne l'as pas. Tu n'as pas droit à réfléchir à autre chose. C'est comme ça. Et c'est pour ça aussi que j'ai arrêté ma carrière de pilote de cross parce que je sentais que je ne serais plus aussi concentré que ce que je l'avais été. Oui, t'as pas accepté de faire une fin de carrière à la Chad Reed en fait. Non. Ça, c'est d'ailleurs, et en plus, je trouve que j'ai fait une fin de carrière moyenne. J'aurais pu sortir. Moi, je voulais un 3e titre. Tu voulais sortir après ton 3e titre en fait. Je voulais un 3e titre. L'année 2002 avec Rinaldi, pour moi, j'avais construit ça avec Fred Moncassin qui était devenu mon entraîneur physique et je voulais ce 3e titre parce que aucun pilote français avait fait ça. Et je voulais au moins marquer ça. Et il s'avère que cette année-là, il s'est passé des choses dans ma vie privée. Voilà, c'est la vie. Et j'ai compris que c'était fini. C'était fini pour moi mentalement. Et comme le mental l'emporte toujours sur le physique et non l'inverse, donc j'ai pris la décision de prendre une autre direction parce que j'ai compris que j'arriverais plus à être concentré comme je l'avais été sur une saison entière, sur 15 Grands Prix à l'époque, puisqu'il n'y en avait que 15, aujourd'hui il y en a 20, mais s'il y en avait eu 20, j'aurais été concentré sur 20. Enfin voilà, et j'ai compris l'effort qu'il fallait et j'ai arrêté pour ça. On en parle souvent de ça hein, dans nos lives. En motocross, on considère souvent qu'il y a la technique,
sur la moto, le mental et le physique. Sur ces 3 points, tu penses que c'est lequel le plus important pour être champion du monde de motocross? Je dirais plus ou moins les 3 points, mais le plus fort reste le mental. Tu parles de motocross, c'est pas que le motocross, Nico, c'est tous les sports du monde entier. Le mental, c'est ce qui fait la différence. Que ce soit dans le cross, que ce soit dans le vélo, que ce soit dans l'athlétisme, dans le tennis, dans le basket, dans le rugby, dans tout ce que tu veux. C'est le mental qui fera la différence. Et comment tu expliques que dans beaucoup de sports, il y a des coachs mentaux, et en motocross, en supercross, j'en ai déjà parlé avec d'autres invités, mais on n'a pas du tout de personnes qui s'occupent du mental, alors que c'est fondamental, surtout après, comme Ken Roczen, après des grosses chutes, après des gros traumatismes comme ça qui marquent. Le fait de se faire aider mentalement, ça peut être un tremplin. Tu expliques comment ça, le fait qu'on n'ait pas ça? Parce que le sport motocycliste en France n'est pas structuré comme les autres sports. Primo. Donc, on a du retard. Secondo, le mental arrive en Europe, en l'occurrence même en France, depuis très peu de temps. Dans d'autres sports, comme le rugby, comme plein d'autres sports où c'est structuré mentalement. Ça fait très peu de temps. On appelle ça la PNL, on appelle ça le développement personnel, on appelle ça tout ce que tu veux, mais c'est le mental. La PNL, programmation neuro-linguistique, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais bon, beaucoup d'autres sportifs de haut niveau font de la PNL et sont programmés. En tennis, en golf, on a beaucoup de sports dans lesquels le développement personnel, la PNL, tout ça, c'est reconnu. Et dans la moto, dans le cross, je peux vous garantir, et ça je vais peut-être plus m'adresser à tous les on va dire les auditeurs, s'il y a des pilotes qui veulent, qui sont devenir des pilotes pro ou autres, aujourd'hui on a un effort considérable à faire sur l'aspect mental. Beaucoup trop de sportifs le négligent. Or, je peux vous garantir que même de mon temps, c'est ce que j'ai travaillé, et quand je vous dis, et quand j'ai dit tout à l'heure que c'est une décision, ça fait partie du mental. Voilà pourquoi le mental est important. Tu décides de faire les choses. C'est pas une fatalité, tu décides. On voit souvent, il y a beaucoup de sports, il y a pas mal de sports qui le travaillent, le ski. On voit beaucoup de skieurs pro lors d'un départ, avant le départ, quand ils sont dans leur concentrés, on les voit tous se remémorer la piste. Ça, c'est un travail mental. C'est pas faire de fautes. Ça, je le faisais beaucoup, moi. Je le travaillais beaucoup. Beaucoup, la veille de la course. Je me voyais sur le podium, sur la plus haute marche. Je visualisais l'objectif. Ça, c'est du travail mental. Et je vous garantis, et ça, je m'adresse à tout le monde, que et c'est un secret que je vais dire, Aldon Baker travaille beaucoup avec ça. Mais beaucoup plus que ce que les gens pensent. Et de nos jours, de voir des pilotes pros sans un coach, sans un agent, sans quelqu'un qui est autour d'eux, ça me paraît aberrant. Ce n'est pas possible. Moi, je vous garantis que j'ai été champion du monde, tout à l'heure je l'ai dit, je le redis, par rapport à moi, mais une équipe derrière, où quand je montais sur la moto, j'étais sûr de ce que j'avais. J'avais la bonne moto, avec le bon mécanicien, avec le bon coach, avec le bon service médical, le bon agent. J'avais aucune question à me poser. La seule que j'avais, c'est aller le plus vite possible. Et je faisais confiance aux personnes qui étaient dans mon entourage. Mais ça, c'est ce que Aldon Baker et d'autres, mais Aldon, parce qu'aujourd'hui c'est la référence, a mis en place. Il a mis un processus, il a mis quelque chose qui fait que ça t'amène à la réussite. Mais ça, il faut que les pilotes, tous, que ce soit les pilotes aux États-Unis qui l'ont compris depuis longtemps, ou des pilotes européens, qui se mettent bien ça dans le crâne. Ils n'arriveront pas à se battre contre d'autres pilotes qui sont programmés mentalement. Ce n'est pas possible. Ouais, c'est intéressant parce qu'on en a déjà parlé de ça, et moi je suis un peu comme toi, je suis convaincu qu'il faut aller chercher les bonnes personnes au bon moment dans sa carrière pour les pilotes, et j'ai aussi l'impression qu'en Europe, au niveau mondial, ça se fait peu, c'est peu dans les mœurs, c'est encore pas trop à la mode, on va dire, dans le motocross, et ça pourrait aider pas mal de pilotes qui sont aux alentours du top 10, qui ont une technique qui est quasi parfaite, à passer ce cap qui manque pour entrer dans les top 5, voire être champion du monde, quoi. Mais c'est la différence. C'est la différence. Tu viens de le dire, le top 10, ça se tient à rien. La différence, elle est là. Être prêt mentalement, programmé psychologiquement. Et ça, tu ne peux pas le faire seul.
C'est pas possible. Tu peux pas le faire avec ta femme, ta nana qui te suit, qui te panote et qui te dit machin. C'est pas ça. Il faut fonctionner comme des pros. Moi, je l'ai compris, je vous le dis, j'étais pas non plus un génie. J'ai observé les autres et j'ai vu. J'ai compris que dans des sports, en l'occurrence, des sports que je connais très bien, comme le vélo, comme le triathlon, l'athlétisme, c'est très encadré, très structuré. Et j'ai fait un peu du copier-coller, j'ai dupliqué. C'est pas compliqué à faire. J'ai dupliqué. Maintenant, oui, effectivement, il a fallu payer un coach, il a fallu payer un agent, il a fallu payer diverses personnes. J'ai choisi les personnes avec qui je voulais travailler. J'ai pas forcément choisi les personnes les plus performantes au monde. J'ai choisi celles qui me correspondaient. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre, c'est que même aux États-Unis, il y a des pilotes qui partent là-bas en choisissant les stars. C'est pas les stars qu'il faut choisir, c'est la personne qui te correspond, qui va t'aider, qui va te donner les clés et qui va surtout être franc et honnête avec toi. Ah, ce que tu dis là, ça me fait penser à la différence, tu vois, entre un Carmichael et un Pastrana, par exemple, qui sont à peu près de la même génération. Un mec comme Pastrana, il allait faire une manche, il y avait un tout petit caillou dans l'appel du saut. Carmichael, il allait passer à 5 mm du caillou toute la manche sans jamais tomber. Et Pastrana, il fallait qu'il prenne ce caillou. Est-ce que tu penses, et se mettre un gros placard, évidemment, on connaît la carrière qu'a eu Pastrana. Il n'a jamais été champion SXUS, par exemple. Une fois, tu penses que. en SX2. Ah ouais, en 125. Mais en 2,5, du moins, voilà. C'est ce qui est vraiment l'objectif majeur qu'il avait, c'était être champion de 2,5. Il n'a jamais réussi à le faire. Est-ce que tu penses que c'est justement cet aspect mental qui aurait pu être un déclic pour atomiser tout le monde comme Carmichael l'a fait? Et tu viens de justement relever, pas un problème, mais Carmichael a été la nouvelle ère. C'est lui qui a apporté ça. C'est lui qui a lancé ça, exactement. Hein. C'est lui qui a. C'est lui qui a commencé à se structurer. Moi, j'ai connu Ricky, 1m50, 80 kg. Hein. J'allais avant 2000, quoi. Ouais, j'allais me préparer un peu aux US parce qu'après, quand j'ai compris que je ne ferais pas de carrière, ça ne m'empêchait pas d'aller un peu me préparer là-bas, au chaud, tranquille, sur des belles pistes. Moi, je côtoyais Ricky, il roulait en 125, il nous tournait autour, il faisait 80 kilos, hein, et pas 80 kilos de muscles. Par contre, en une saison, il a compris, et le garçon, il s'est structuré. Après, on peut dire ce qu'on veut, comme il y a eu ces rumeurs, le dopage, pas le dopage, le ci, le là. Ça, tu sais, ça, c'est toujours pareil. Quand c'est trop difficile à atteindre, c'est tellement facile de critiquer. Bon, mais ça n'empêche que lui, il a apporté ça. Cette rigueur physique, mentale. Il a emmené ça. Et plein d'autres ont suivi. Aujourd'hui, je pense que Roczen travaille beaucoup là-dessus. Mais je répète, Aldon fait un travail qui, des fois, je ne le mets pas sur le piédestal, hein, parce qu'il y a des pilotes avec lesquels il a travaillé qui ne se sont pas retrouvés. Mais si tu regardes bien ces pilotes, ils sont partis de chez Aldon, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé après. Oui, parce qu'ils ont un cadre qu'ils n'ont certainement pas retrouvé ailleurs. Exactement. Mais c'est comme ça. Après, pour il l'instant... Il y en a certains, Fred, qui disent que Aldon Baker, il a pris des gars qui étaient déjà champions et il les a conservés comme champions. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou est-ce que tu penses que c'est un gars qui est capable de prendre... Pardon? Dungey. Ça a un peu coupé. Je suis toujours là? Ouais, c'est bon. Vous m'entendez? On t'entend. Dungey n'était pas champion. Ouais, Cooper Webb non plus. Ouais, non plus. Hein. Et loin de là. Hein. Par contre, ça a été des garçons sérieux qui ont travaillé. C'était peut-être pas des rockstars non plus. Hein. C'était pas, je sais pas, et c'est pas une critique, mais il n'était pas champion. Ça, encore une fois, tu sais, Nico, la critique est facile. Oui, mais lui, il l'a fait, machin. Ok. Oui, ça fait quand même 15 ans que ça dure. Ça, c'est pareil. C'est plus facile de dire ça. Bon, ça n'empêche que le résultat est le même. Pour l'instant, c'est comme ça que ça se passe et ça se passera comme ça. Maintenant, qui c'est qui va élever encore plus ce niveau, je ne sais pas. Mais je rêverais de voir un peu des pilotes européens aux États-Unis être plus forts que ça. Il y en a eu, comme JMB, bien sûr, comme David, bien sûr. Mais là, il y a Dylan qui est en train de faire un truc. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire félicitations Dylan et David. L'entente, elle se passe bien. Je pense que justement, ils se sont trouvés. Tu vois, c'est pour illustrer ce que je disais.
même si David a été très fort, c'est pas pour ça qu'il a emmené tous les autres qui s'est occupé au top. Sauf que là, maintenant, ça match. Et quand ça match, il faut aller au bout. Et ça, c'est bien ce qui est en train de se passer. Donc, je les félicite vraiment. Et Dylan qui continue, en plus, c'est tellement un gentil garçon et déterminé. Pour revenir à tout ça, je rêverais de voir plus de pilotes européens, français, qui ont les capacités pour se battre là-bas, mais qui y vont pas sûr. Ils y vont, mais déjà, ils font partie du Serra. J'ai l'impression qu'ils sont contents. Or, ils ont les capacités de se battre devant. Je lance un peu un pavé dans la mare. Mais au moins, comme ça fera du bien. Et même, j'ai envie d'aller plus loin. Arrêtez de vous faire laver le cul à Paris, s'il vous plaît. Entraînez-vous dans les hoops. Entraînez-vous dans les hoops. Faites que des hoops et pilotes français, s'il vous plaît. Et juste pour revenir 2 secondes sur Aldon Baker, il a la réputation, c'est vrai aussi, d'être très cher. Pour un pilote qui gagne correctement sa vie en 2,5, qui veut passer en 4,50, qui veut aller chez Aldon Baker, apparemment, il faut se saigner vraiment. Est-ce que tu penses toi aussi que ça, bon, c'est bien pour Aldon Baker, bien sûr, de bien se faire payer, mais le fait que le pilote paye beaucoup à l'année, c'est pas aussi une barrière mentale qui fait que quand il va aller chez Aldon Baker, il va sacrifier quelque chose qui vient de chez lui pour vraiment tout donner et se focaliser à 100% sur son objectif. C'est possible, mais c'est le prix à payer. L'excellence, elle est comme ça. C'est comme ça. La vie, elle est comme ça. C'est le prix à payer. J'ai l'impression personnellement qu'on écoute plus quelqu'un qu'on paye 200 000 $ à l'année que quelqu'un qui va venir nous donner des conseils gratuitement. Je sais pas ce que tu en penses. Tu sais, il y en a qui vont chez le psy et qui payent 50 balles pour écouter, pour parler. Donc, c'est le principe, c'est ça. Le mental, c'est ça. Moi, j'ai fait des formations mentales sur du développement personnel qui coûtaient horriblement cher. Je l'ai fait parce que c'est comme ça. C'est un choix personnel. Après, chacun met l'excellence à un prix et malheureusement, c'est ça, c'est le prix à payer. Maintenant, de dire qu'il faut payer des millions d'euros, non, chacun, bien sûr qu'il y en aura certains qui ne pourront pas parce qu'ils ne peuvent pas se le payer ou d'autres. J'ai envie de te dire, malheureusement, c'est la vie. Peut-être que moi, j'aurais jamais pu me le payer de mon temps, peut-être. Mais j'ai envie de te dire, c'est comme ça la vie. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Ça n'empêche que le résultat est le même. Et d'ailleurs, juste pour parler d'Aldon, c'est un exemple. Je ne dis pas qu'il faut absolument aller avec Aldon Baker, mais c'est un exemple. S'il y en a un qui le fait, pourquoi pas d'autres ne le font pas? Donc, est-ce qu'il faut si financièrement tu peux te le payer, vas-y. Si tu peux pas, reproduis, fais du mimétisme. Vas-y, on peut le faire. Dis-toi bien ça. Si un pilote le fait, tu peux le faire. Si une personne fait un truc, d'autres personnes peuvent le faire. C'est comme ça la vie. Que ce soit dans le sport moto, dans le sport, dans tout, c'est pareil. On peut dupliquer, on peut faire les mêmes choses. Avec plus ou moins de réussite. Après, libre à toi de prendre la décision de te retirer si tu comprends que tu n'es pas fait pour ça. Exemple, quand je suis parti aux États-Unis, j'ai compris que ça ne serait pas pour moi. Parce que mentalement, je n'y serais pas. Parce que j'avais compris ça. J'ai pas insisté. Je suis rentré. J'y vais plus là-bas. C'est bon. Mais c'est ça que je veux parler. On parle des Français, il faut qu'ils s'entraînent dans les hoops, donc ça c'est bon, hein. On le mettra demain sur les réseaux sociaux, on fera un post. Non, mais je te jure, c'est dingue. C'est dingue que tous les ans, c'est dingue, pour moi c'est dingue, c'est même inconcevable. Tous les ans, à Paris, ils font une course et la différence qui se passe sur le circuit, ça se fait dans les hoops, quoi. Ouais, même les pilotes français, européens, sont plus vite dans les virages. Je les vois virer, ils tournent de folie, ils sautent bien, tout, c'est bon. Les hoops, c'est une catastrophe. Les pilotes américains, mais ils arrivent à leur mettre 2 secondes rien que dans les hoops. Donc, voilà. Chez toi, tu te fais une piste de hoops. C'est-à-dire qu'au lieu de te faire une piste avec des bosses, tu mets que des hoops. Et tu tout le temps. Je plaisante. On a Bobby qui commente sur le live, il nous dit Cédric Soubera s'en sort bien dans les hoops quand on le voit cette année aux US. Et là, il roule en 2,5, finit 11e ce week-end. Je ne sais pas si tu as vu la course. Il se battait avec Josh Hill, encore une fois. Ouais, Cédric, il a des capacités. Des capacités et il fait partie. Je pense qu'il n'en est pas convaincu. Et ça m'énerve. Tu crois que c'est le cap mental aussi? Ouais. Je vous le dis, Cédric, c'est une bonne personne que je connais. Il est très gentil, peut-être des fois un peu trop.
il a des capacités pour se battre devant. Plus que ce qu'il a montré aujourd'hui. Je suis content pour lui, hein. Ce qu'il a fait, c'est bien. Hein. Mais voilà, quoi. Il a des capacités pour être bien meilleur que ce qu'il est. Et ça me rend fou. Est-ce que tu penses qu'il est affecté mentalement par les blessures d'amis proches, des blessures graves d'amis proches? Peut-être. C'est possible. On parlait tout à l'heure des blessures à Ken Roxen, quand c'est sur soi-même, forcément ça allume une lumière rouge dans le cerveau qui te dit, bon là, il y a quelque chose qui s'est passé, il faut faire gaffe. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, est-ce que tu penses qu'on peut le gommer en travaillant mentalement, ça? Bien sûr qu'on peut le gommer, bien sûr qu'on peut y arriver. Après, je dis pas que ça se fait en claquant des doigts, évidemment. Hein, quand tu as des gens proches qui ont des accidents graves, ça marque. Hein, on est tous des hommes. Hein, on peut être le plus rapide du monde ou le plus surdoué du monde à un moment donné. Tu te tapes avec un marteau sur un doigt, tu sais que ça fait mal. Hein, donc tu sais que la fois d'après, tu vas faire attention. Mais mentalement, oui, ça se travaille. Bien sûr que ça se travaille. Ça fait partie des choses, justement. Et d'ailleurs, pas que une blessure grave, une blessure tout court, ou une contre-performance, ou anticiper une course. Ça se travaille. Un boxeur, quand il monte sur le ring, il monte pas comme ça. Hein. Il monte pas en se disant, ah ben tiens, je me suis bien entraîné, j'ai fait beaucoup d'abdos, j'ai tapé beaucoup dans le sac, c'est bon, j'y vais. Il est prêt mentalement. Nico, est-ce qu'on passerait pas? Ça fait 1h30 de live. Ouais, ouais, ça marche. Ah ouais, ça fait... Désolé, Fred. Sinon, Fred, on va dormir. On va dormir en live. Ah, mais moi, ça va, je dors peu. Non, on est bien, on pourrait discuter encore comme ça longtemps. Hein. Moi, sur ce genre de discussion avec ce sujet-là, j'aime bien. Le but, quand j'en parle, c'est pas critiquer, c'est faire avancer. Je vous jure, des fois, je vois des choses, je dis, mais pourquoi ça se passe comme ça? Aujourd'hui, vous savez, je m'adresse à vous deux et aux autres. Tom, il est prêt. Fred en a parlé, il a un entourage, il est prêt. Il n'a pas que des motos qui vont vite, hein, je vous garantis. Et je le salue d'autant plus que ce qu'il a fait l'année dernière, c'est encore plus beau. Parce que je vous garantis, être un jeune pilote comme il était et avoir une moto d'usine, eh ben, c'est un lourd fardeau à porter. Et quand on m'en a parlé, j'ai dit, putain, ça risque d'être compliqué pour lui. Pas parce qu'il n'était pas vite, parce que c'est dur à porter quand tu as une moto d'usine. Il ne faut pas se louper. Moto d'usine, fils 2 en plus. Fils 2, et tu n'as pas droit à l'erreur. Et ça, les gens, ils ont vu qu'un truc. Ah, mais s'il part en tête, c'est qu'il a la moto d'usine. Ah, mais s'il fait ça, c'est qu'il a la moto d'usine. Pendant toi, mais personne ne se rend compte à quel point c'est dur d'être pilote d'usine. Ce qu'on te demande, le poids qu'il y a sur tes épaules, et quand tu es un jeune pilote comme lui à 18 ans, te retrouver, parce que Tom, il est arrivé rapidement, hein, finalement. Très rapidement. Du jour au lendemain, il est dans un team avec son père, et d'un coup, il a une moto d'usine. Mais ça, c'est pas rien. Et ce qu'il a fait, et ce qu'il est en train de faire, eh ben je vous garantis, c'est bien, et c'est du travail mental. Il est prêt, hein, Tom. Tom, il est prêt. Hein. Ah ouais. Tom, il est prêt à aller faire les courses de supercross ou s'amuser à droite à gauche. Je dis pas que c'est pas bien, mais il est prêt. Il est focus. Ça y est. Il est passé rapidement du numéro 2 du team à numéro 1. Ah ouais. Très rapidement. Ouais, moi j'avais fait une interview avec lui l'année dernière à la Capelle, donc il venait c'était sa première course sur la KTM officielle. Et en fait, déjà dans l'esprit des gens, c'était normal qu'il soit devant. En fait, il fallait Tom Vial, alors que l'année d'avant, il aurait fait ses performances, on aurait dit mais c'est énorme, Tom Vial, c'est incroyable qu'il fait tout ça. Tandis que là, il était à la Capelle. Ouais, mais tu vois, il est dans un team officiel et c'est normal. Et tout ça, c'est pour confirmer un petit peu ce que tu dis. Dans la tête des gens, en fait, c'est devenu normal le fait que tu aies une moto officielle. Ben, il faut derrière, tu as obligation de résultat, quoi. Ouais, mais je vais dire plus, quand tu as une moto officielle, tu as des obligations de résultat. Mais tu as des obligations, il ne faut pas souper. Ouais, c'est fait, ouais. Des pilotes, il y en a plein qui attendent. Et surtout, les années d'après, les autres teams, les autres usines qui savent que tu as été sur la meilleure moto du monde, ils ne te reprennent pas, puisque tu n'as rien fait. Ouais, vous comprenez le processus. Ouais, pas droit à l'erreur. Ils vont pas reprendre un pilote qui a été sur la meilleure moto du monde et qui n'a rien fait, puisqu'il n'a rien fait. Donc, tu n'es plus rien. Donc, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. Il ne fallait pas se louper. Et il ne s'est pas loupé. Et il a été intelligent. Il a construit ses victoires. Il a tout construit. Et il continue à le prouver.
Même là, Et au je premier suis- GP, on voit qu'il roule quand même intelligemment. Pardon. Même au premier GP, on a vu qu'il roulait quand même intelligemment. Exactement. C'est un pilote qui va savoir faire second, je pense, dans les mauvais jours. Donc, Ça fait partie d'un état d'esprit de champion du monde. C'est ça, avoir l'intelligence de prendre un peu le recul, d'avoir l'intelligence de appuyer là où ça fait mal. Quand par contre tu es bon, là il faut écraser la concurrence. Pas aller chercher, moi personnellement j'étais mauvais dans la boue. Dès qu'il y avait trop de boue, j'étais perdu. En l'occurrence, j'étais capable de faire les 5 premiers. Et ça c'était mon objectif. Le jour où il pleut, où il y a de la boue, c'était pas de gagner. Mon objectif était de faire placer. Et il s'avère que je faisais des podiums. Donc c'était parfait pour moi. Et la fois d'après, quand j'étais bon sur des circuits qui me correspondaient, j'ai trouvé la concurrence. Mais ça a fait partie du processus de la construction de mes titres. Et Tom est en train de le prendre, cette direction-là. C'est ça. Il a bien compris. Mais je suis pas inquiet avec Joël Smet, avec toutes les personnes autour. C'est bon, ça se passe nickel. Et lui, il sait écouter, il sait faire confiance, ça match. ouais, parce que même pour son coéquipier, ça a l'air de bien marcher aussi quand même. Hofer, Bien sûr. ça a l'air d'être une structure KTM quand même qui fait sortir rapidement les jeunes pilotes. Complètement. Ouais, de manière structurée, quoi. C'est ça. On peut pas dire, mais là, comme on disait tout à l'heure, certaines personnes vont dire Hofer, c'est facile, maintenant il a la meilleure moto, donc il est devant. C'est pas que la moto, ouais. Je suis d'accord, c'est Mais plus que ça. bien sûr que non, c'est pas que la moto. Je reprends cet exemple. Tom, il part en tête à la Capelle, quoi. Alors on peut dire c'est la moto, mais il part mais non, mais arrêtez. Mais non. C'est pas la moto parce qu'elle est C'est pas plus faire. puissante qu'une 454, c'est pas possible. Mais bien sûr, elle ne sera jamais aussi puissante qu'une 4,5. Donc il sait faire, il a le truc. Bon, ben c'est bien, on a parlé même du mondial. En 1h30, on a réussi. Là, c'était On a tout un des balayé. lives les plus longs de l'histoire. Bon, mais tant mieux. Si c'est constructif. Ah oui. Ah ouais, non, carrément. Nous, on se régale en tout cas. Je pense que les abonnés aussi, parce qu'ils sont pas tous partis au lit. On en a encore un paquet. Et je pense que toi qui es pas trop sur les réseaux sociaux, tu auras de la lecture avant d'aller au lit, Fred. Tant mieux. Je m'en réjouis. Bon, En tout cas, merci. Merci. On va clôturer juste rapidement sur une petite dernière question. Parce qu'on a toujours Dis-moi. la question du jour et comme elle est présentée par CBO et l'équipe déco 8 Racing, on peut pas l'oublier, celle-là. Et surtout que l'équipe déco, on a parlé de physique, mental et tout ça, mais on n'a pas parlé de kit déco. Et ça, pour être champion du monde, Fred, il faut aussi un beau kit déco. Oui, bien sûr. Ça mange pas de pain. Hein. C'est toujours bien. Hein. C'est presque le Moi, j'ai toujours dit, quand t'aimes ta moto, déjà, ça c'est extraordinaire. C'est ça. Et c'est pas toi qui disais aussi que quand t'es devant, de toute façon, t'es le plus beau? Exactement. Ouais. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne, quand tu gagnes, tu es toujours le meilleur. Et tout ce que tu fais, c'est toujours le top. Donc, profitons-en. Soit il faut gagner, les gars. Soit il faut gagner, soit il faut avoir un beau kit déco. Voilà, vous choisissez. un des Voilà, deux. c'est ça. J'allais le dire. Et j'allais clôturer avec ça. Soit tu vas vite, soit t'es beau. Il y en a un qui est plus dur que l'autre. Tu vois. C'est ça. Et il y en a qui n'ont aucun des deux comme Blaise. Bon, enfin, c'est comme ça. Allez, rapidement, la question du jour, parce qu'elle est sérieuse, la question. Là, on rigole, mais il y a une question sérieuse qui arrive. À partir de quel âge, à ton avis, il faut prendre le motocross au sérieux en termes de carrière? Tu as parlé de Théo tout à l'heure qui avait fait sa première course à 15 ans. Est-ce que un gars comme Joël Smet, justement, qui a commencé la moto très tard, qui a été champion du monde après la carrière qu'on connaît, est-ce qu'on peut le faire de nos jours, ça encore? Non, la bonne réflexion, c'est à partir de quand tu es mature pour pouvoir prendre des décisions et pour pouvoir dire c'est bon, j'ai envie de faire les choses. Ça, c'est la bonne décision. C'est la bonne question. Maintenant, de prendre des enfants et leur taper dessus quand ils ont 12, 13, 14 ans, ça n'a jamais porté ses fruits. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais si tu as un enfant qui est assidu et que à 11 ans, 12 ans, 13 ans, peut-être avant, il se lève tout seul le matin pour monter sur la moto et qu'il aime en faire, ça, c'est extraordinaire. Maintenant, si c'est le souhait des parents et de les mettre là-dessus absolument parce qu'ils sont frustrés de ne pas avoir réussi, ça n'ira pas loin. Donc après, j'ai envie de te dire, c'est un peu aléatoire et c'est prendre la décision au bon moment. En revanche, si tu as 20 ans, que tu n'as jamais fait de moto et que tu décides de devenir champion du monde, par voie de conséquence, ça va être plus compliqué. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, c'est pas impossible. Rien n'est impossible dans la vie. Mais ça sera plus compliqué. C'est plus de sacrifice. Hein. C'est plus de sacrifice. Smet, vous savez qu'il a commencé à 18 ans. Joël, il n'avait pas. Je pensais 16, moi. Je croyais que j'avais Non, 16 en tête. Par sa vie de famille, par ses parents,
il a commencé, lui, il avait 18 ans, et voilà, il s'est mis à faire de la moto, et il est devenu champion, il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Au-delà de ses titres de champion du monde, c'est un manager hors pair, c'est un coach, c'est tout ce qu'il faut. Je pense à des pilotes comme Cyril Després. Vous savez que Cyril, il était pas Després, le pilote de cross, hein. Cyril Després, le Dakar, les rallyes. Vous savez que Cyril, c'était un mécanicien. D'accord, ça je savais pas. Ah ouais, d'accord. Chez Chalon 75, et puis il aimait la moto, mais sans plus, et puis voilà, il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui, vous voyez. Donc, c'est vraiment, j'ai envie de dire, quand tu es trop jeune, c'est pas bien non plus. Mais quand il y a un bon moment, suivre les enfants, pas leur faire n'importe quoi. Je pense en ce moment à Anthony Boissière, qui fait un très très bon travail, et je l'en félicite, avec ces jeunes pilotes qui sont devant. Il sait parler, il sait être là, et on sent d'ailleurs le coach qui a été pilote. Tu vois, tu sens ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et vraiment, je l'en félicite. Parfait. Voilà. Eh bien, en tout cas, merci en tout cas. Ouais. Merci beaucoup Merci pour bien, parole. ce long live très constructif. C'était un plaisir. Merci, moi aussi, et je salue tous, je sais pas, on dit les auditeurs. Oui, on peut les abonner, les auditeurs. Les followers. Les enfoirés des réseaux sociaux. Bon, ben alors je salue les enfoirés des réseaux sociaux. Merci à tous de m'avoir accueilli et de m'avoir écouté. Et je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Et on se voit dans longtemps avec d'autres aventures. Ben avec plaisir. Allez, et on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau live. Merci. Ciao. Ciao. Salut à tous, merci Fred.